Bonsoir à tous et bienvenue pour le 41e épisode de l'école des fanboys, un épisode où on a le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est déjà venu, c'est la 4e fois je crois qu'il vient chez nous, c'est notre ami Pépé Garcia. D'ailleurs la toute première fois où tu étais venu mon Pépé, c'était il y a pile 3 ans aujourd'hui, n'est-ce pas merveilleux mon petit Pépé? Comment ça va? Mais bonsoir les garçons, c'est une douleur incroyable de revenir encore une 4e année. Je pensais vraiment être débarrassé. Je me suis dit bon, peut-être que cette fois-ci ils vont comprendre que je fous ma merde à chaque fois, ils vont plus vouloir me voir, que je suis vraiment un bolos qui fout sa zone. Non mais même pas, vous continuez, vous persistez. C'est beau l'abnégation, c'est digne d'un pèlerinage à Lourdes avec des haricots secs dans les godasses. Eh ben ça démarre très très fort. On va revenir vers toi. Je vous kiffe, c'est trop bien. Merci de m'avoir encore invité à vos soirées dépressives parce que c'est moi j'avais la pleine forme si vous voulez quelque part. Je suis un mec qui est en pleine forme. Globalement, vous savez pas, je m'éclate tout le temps. Et à un moment donné, il y a Ted qui m'invite, qui me dit veux-tu faire une petite soirée? Tu viens plus aux soirées? Et il me dit viens une soirée par Skype et je sais très bien que je vais déprimer pendant 2 heures. Ça m'abat, mais pas le groupe, hein. Ça m'abat tout court. Voilà, ça démarre très très fort. Nous, remarque, on est en forme, hein, parce que bon, mon petit Juju, on est champion du monde cet été quand même. C'était bon. T'as passé un bel été du coup. Ah, les 2 étoiles, mais c'est magnifique. Magnifique. Ouais. J'en pleure. J'en profite juste, tiens, mon Teddy, pour souhaiter un très bon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui à notre ami Patrick Hunk, le grand concepteur de cette merveilleuse application Par ici la sortie. Oui, tout à fait, c'est vrai. On lui souhaite un bon anniversaire à Patrick. Ouais. Et je note d'ailleurs que là, pour cette émission un peu spéciale, là, tu as migré dans une autre pièce qu'on connaissait pas de ta maison. Écoute, les madames et les enfants sont en vacances, donc voilà. Ouais. Ouh là là. On en profite. Il a la chambre rouge pour lui tout seul. Exactement, c'est mon côté un peu Lynch, tu vois. Et il vient de prendre la parole. Il a laissé un objet sur son lit. Tout à fait. Et ce soir, il va nous reparler de Microsoft. Ça fait longtemps qu'il nous en a pas parlé, donc c'est plutôt bien. Et celui qui va nous parler d'Apple, c'est notre ami Mister Perrier du côté de la Suisse. Ça a été l'été. Écoute, c'est l'été bronzage, donc j'ai bronzé à Berlin un petit peu. Il fait beau là-bas, il fait chaud. C'était super et je suis content que Pépé revient parmi les siens. Tout à fait. On va dire que j'ai rien entendu. On va dire ça, t'as raison. On va dire que j'ai rien entendu. Il manque la chanson avec, parce qu'en fin de compte, t'as fait qu'un passage. Hein. Alors, ce qui compte, c'est que le chanter, comme tu chantes, parce que t'es quand même un mec extraordinaire qui chante au drone. Parce qu'il y a des gens, ils chantent sur scène, toi tu chantes au drone. Donc c'est quand même super classe, parce que ton dernier rap sur l'enceinte Sony, je crois que je me suis pas encore remis. J'ai fait 3 pâtés et 2 AV après pour essayer de me remettre de ça. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut envoyer un prêtre exorciste. Donc... T'as pas arrêté le thé donc. C'est moi, ça m'a abafointé de bonheur. Voilà. On va également saluer celui qui est là pour défendre l'univers Android, c'est notre ami Mathieu Dos Santos. Un petit Mathieu, comment ça va? Salut les copains, écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sens que ce soir on va tellement écrabouiller de la pomme qu'on va la boire en jus, tu vois, comme ça. Ouais. Alors... Et je rejoins complètement d'ailleurs Pépé concernant le rap de Mister Seb, puisqu'il y a une class action qui s'est ouverte. Il faut savoir qu'il y a Maître Gims dedans. Il y a quand même Maître Gims, il y a Orelsan et il y a Jules. Oui, Jules. Excuse-moi, mais les 2 premiers chantent très bien. Et pour les plus anciens, il y a même Benebi, le groupe Benebi. Donc, si vous vous souvenez, voilà. Mais vous êtes fous. Ah oui. Tout à fait. Mon petit Mathieu, bon, toi, un été qui était un petit peu compliqué. On va rendre hommage à ton oncle qui était le papa de Stéphane qui faisait les bannières au début de notre podcast. Donc voilà, on tenait à lui rendre hommage ce soir. Voilà. À mon oncle, je lui fais un gros bisou de là-haut qui nous regarde, j'imagine bien, en tout cas. Voilà. Et voilà. Donc, merci Teddy. Mais c'est normal. L'invité donc ce soir, c'est notre ami Pépé, donc de la chaîne Pépé World. Alors je disais, ta toute première apparition chez nous, c'était il y a pile 3 ans, et en plus de ça, tu nous avais annoncé en avant-première le lancement de cette chaîne YouTube, Pépé World. Ça s'appelait Pépé Land à l'époque. C'est ça. Et donc du coup, 3 ans après, c'est 108 400 abonnés, plus de 8 millions de vues, 235 vidéos, je crois, pas de partenariat avec des marques, pas de placement de produits, pas de concours. Je crois que tu t'es trompé, Teddy, tu parles de rester connecté. Ah non, c'est pas nous. Je suis trompé. C'est tout en nature avec Pépé. Non mais jolie performance, Pépé quand même, en 3 ans, c'est bien. Bah moi je suis content parce qu'il y avait challenge quand même.
vu que je suis quand même pas première fraîcheur, j'ai plus 20 ans, ça compte n'empêche sur YouTube. Je me pointe, c'est un petit peu, tu vois, E.T. vient de parler, donc tu vois, c'était l'idée de faire un truc. En plus, je voulais faire une chose un peu différente, c'est-à-dire un truc qui était hors des circuits habituels de la façon de faire fonctionner YouTube. C'est pas facile tous les jours. Vous le savez les garçons, c'est pas simple YouTube. C'est un art particulier. C'est pas forcément toujours ce qui est peut-être plus qualitatif qui remporte les suffrages des gens. Donc faut se faire à certaines choses. Et je me suis fait à beaucoup de choses. J'ai avalé beaucoup de couleuvres. Et je me dis qu'il faut s'éclater pour les gens qui te suivent, pour ta communauté, pour les gens qui te font confiance. Et c'est ça qui est important. Je fais les vidéos que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de les faire. Comme il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Je dis qu'est-ce que je veux, je te vais quand je veux, je fais ce que je veux. Voilà. Et puis voilà. Et je suis heureux parce que les gens, j'ai des super followers. Et ce que je voulais faire surtout, vous le savez les garçons, c'est créer une communauté, rassembler une communauté de gens qui aiment la high-tech. C'est ça qui compte pour moi. C'était les gens qui aiment la high-tech, ils sont là, ils parlent entre eux de produits high-tech. Et ça, c'est mon kiff. Et donc faire des tas de vidéos qui vont autour de ça. Ça, c'est vraiment mon kiff total, quoi. Tout à fait. Et je suis heureux. Pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, j'en profite au passage pour inciter ceux qui regardent cette émission à éventuellement aller voir donc l'épisode précédent aussi, parce que on a fait une émission où on a parlé donc des droits et devoirs des vidéastes à la fois sur YouTube et Instagram. Alors on savait que c'est pas forcément une émission avec laquelle on allait faire beaucoup de vues, parce que pendant la Coupe du Monde, en plein été, pendant les vacances, etc. et tout. Il y a des challenges hein, quand même. Voilà, mais ceci étant, c'est une émission qui est vraiment où vous apprendrez forcément beaucoup de choses. Donc peut-être vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller la voir, mais bon, c'est dommage parce que je pense que c'est une des meilleures émissions qu'on a faites. Et bon, pour l'instant, c'est sans doute une de celles qui a fait le moins de vues. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, oui, souvent mais comme ça. Tu l'as vu quand tu l'as sorti. Je veux dire, t'avais la fin du bac, t'avais le bac, t'avais la Coupe du Monde et t'avais les vacances. Même là, en ce moment, ils sont pas rentrés. Faut pas croire. Actuellement, ils sont pas rentrés les gens. Hein. C'est encore très aléatoire. On n'était pas en plein le challenge quand même. C'était pas le 3 en plus. Il y avait pas le 3 en plus. Il y avait le 3. Je sais plus. Mais c'était fini le 3. C'était fini le 3. Finir, ouais. Mais bon, c'est pour inciter en tout cas. Et puis n'oubliez pas, parce qu'il faut le faire toujours en début de vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche, tout ça. Et voilà. On va la démarrer d'ailleurs cette émission en faisant d'abord dans un premier temps un petit tour donc de l'actu tech qu'il y a eu cet été pendant notre absence, en commençant donc du coup par le Galaxy Note 9 de Samsung qui a été présenté il y a quelques jours. Avant d'en dire un peu plus, juste je vais vous demander chacun à votre tour ce que vous en avez pensé, en commençant par toi mon pépé. Écoute, moi j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention. Je me suis dit qu'est-ce qu'il allait apporter de plus, et je me suis trouvé, vous savez très bien, j'utilise l'univers Apple, j'utilise l'univers Android sans aucun problème. Moi, je suis bicéphale. Voilà, Windows, il y aura pas abandonné Windows Phone, je suis tout à fait bicéphale, je suis curieux des deux. Et là, je me suis dit, bon, déjà, quand ça a commencé à dire, alors le capteur allait être le même, on change l'algorithme, et autres, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait apporter. Moi, ce produit, je le trouve très sympa, mais sincèrement, je trouve qu'il ne m'apporte pas grand-chose de plus. Alors, je dis pas que la machine Samsung est en panne d'idées, je dis que c'est difficile de se renouveler sur ce segment qui est le Note, notamment, et je pense curieusement que le gros choc sera plutôt sur un S, mais c'est personnel, hein, je sais pas ce que vont penser ce que vont penser Mathieu ou Julien ou Sébastien qui n'importe comment est hors-jeu parce que lui il ne pense qu'au drone et à leur parler, mais si tu veux quelque part, le truc c'est que le produit m'a pas déçu. Je suis sûr qu'un mec qui est un professionnel va aimer le grand écran, va aimer plein de trucs, mais moi je n'ai pas été impressionné par le produit. J'étais plus impressionné par l'enceinte qui sortait avec, le sort de barbecue géant et qui fait de la musique. Moi je trouve ça plutôt intéressant. Et je me dis bon tiens, j'ai plutôt envie de tester Bixby Home pour qu'il me raconte la life et comment faire les merguez plutôt que le Note 8. Voilà, je suis franc. Le Note 9 pardon. Ça m'a fait juste kiffer, mais pas trop. J'attends d'autres produits qui me font plus kiffer. D'accord. Et donc du coup, toi Juju par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, chez Samsung, la gamme 9 n'apporte rien de neuf. Oh là. Je vous l'offre. Non, c'est assez limité. Bon, bravo à Samsung pour avoir. C'était lequel qui avait eu le petit souci? C'était le 7 ou le 8 là qui... C'était le 7. Bravo à Samsung maintenant d'utiliser les 7 au Yémen, ça a l'air de fonctionner. Mais non, mais ouais, le 9, je suis comme tout le monde, quoi. On attendait, on espérait vibrer, et puis bon, oui, c'est le même en mieux, voilà, ok, encore une année de plus, c'est vrai qu'on aimerait bien. Alors, ce que je comprends pas en plus, c'est que Samsung c'est un peu gaufré avec le S9, qui a pas des super ventes, donc on se disait avec le Note 9, justement, ils vont essayer de créer un truc un peu mieux, je pense qu'il y a beaucoup de constructeurs qui aimeraient bien se gaufrer comme Samsung, alors, quand même, parce qu'ils ont certes vendu peut-être moins que le S8, mais bon, ça va, c'est encore des belles ventes hein, quand même. À la base, c'est bon. Oui, non mais ok, mais tu vois ce que je veux dire. Ping, Sony, HTC, LG, bon.
Pardon Non, mais tu vois, Ted, c'est comme quand Michael Jackson sortait un album. Michael Jackson sort un album, il en vend 14 millions. Oh, il s'est gaufré. Bah, c'est la même chose. Les mecs, ils sont là, mais 14 millions, mais là, il a fait 30 avant. Donc, si tu veux quelque part, tout est là. Et c'est vrai ce que tu dis sur la gamme 9, qu'est-ce que tu peux. Mais le problème, je voulais un petit peu intervenir par rapport à ce que disait Julien, je trouve très très juste, c'est qu'à un moment donné, tu dis, tu attends des choses. À quel moment est-ce qu'on a le droit de se dire, nous qui sommes des fans de tout ce matériel, on arrive à un moment où on sera peut-être de moins en moins surpris, à part en effet avec peut-être le RAID Hydrogen One qui va peut-être avoir un écran holographique ou que sais-je avec la Leila Inc. Est-ce qu'à un moment donné, c'est peut-être ça qui va nous impressionner, ou il y a un moment donné aussi on atteint des tels niveaux, vous avez vu un peu la qualité des capteurs, la qualité maintenant de l'électronique embarquée de ces produits-là, c'est juste du délire. On est à chaque fois à un taquet. Alors pour dépasser le taquet, il faut donner un sacré coup de menton quand même. Et c'est pour ça que je pense qu'on est entre guillemets un petit peu déçu, pas déçu ou non, mais pas impressionné par le S9 qui fonctionne bien pour le S9, S7, ou je suis sûr que c'est excellent produit, mais ils sont pas révolutionnaires parce que est-ce qu'on peut encore révolutionner? Moi, ma question elle est là, c'est celle que je vous pose, les enfants. Ça, on va voir ça après, mais je voudrais aussi avoir l'avis un peu de Seb, parce que je sais que toi tu avais beaucoup apprécié le Note 8 l'an dernier, donc c'est cela. Oui, on peut le dire. N'aie pas peur de le dire, ça c'est pas mal. Non, ça fait un petit peu mal quand même. Où est-ce que j'ai mis mon stylet? Non, je rigole. On parlait de quoi? Oui, le Note 9. Oh, mais quelle très belle note. Non, c'est dommage parce que Samsung a les reins solides pour pouvoir nous sortir quelque chose de mieux et mettre un petit peu de hype juste avant la sortie du soi-disant Galaxy SX ou les futurs Galaxy, tu vois. Ah, les futurs iPhone, tu veux dire? Ah non, les futurs Galaxy de l'année prochaine. D'accord. Et c'est vrai qu'au niveau du form factor, là, on a vraiment entre celui qui a brûlé, celui qui était pas mal et le nouveau, c'est vrai qu'on n'a pas de différenciation visuelle, tu vois, c'est ça que je trouve dommage. On a le capteur d'empreinte qui a été un petit peu déplacé, mais je trouve qu'il est de nouveau mal placé sur un téléphone aussi grand, et je suis sûr que Samsung serait capable, comme le Vivo, de mettre un capteur sous l'écran ou alors de mettre une reconnaissance faciale en 3D sur le Note. Et comme on est dans un secteur aussi professionnel, on a besoin d'une grande sécurité, je trouve. Donc un capteur 3D facial pour Samsung qui a des reins solides, qui a de l'oseille, pour eux ça devait être possible. D'accord, mais on va demander à Mathieu aussi. Dommage. Et je trouve ridicule par contre qu'ils nous ont fait le coup du selfie avec le stylet. Ça, on en a des Bluetooth depuis 20 ans. Non, c'est bon. Bon, moi je te trouve un peu sévère, on va y revenir après, mais je vais avoir l'avis de Mathieu qui est censé défendre l'univers Android dans cette émission, donc c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin. Ton avis, toi, sur le Samsung Galaxy Note 7? Putain, j'ai du mal. Alors, le Note 9. Note 9, oh putain. Ouais, parce que le 7 il a brûlé. Il est très tard, hein, je précise. Tu vois où est le problème? Vous imaginez pas l'heure. Voilà, le Note 7 il reste que descendre, t'es dit. Le Note 9, eh ben écoute, je t'avoue, pareil que Pépé, c'est peut-être pas le produit qui m'a le plus hypé dans la conférence, mais par contre, je vais aller à contre-courant. Je trouve que ce téléphone est vraiment très très bien, puisque au final, il va au bout du bout et il améliore encore un petit peu la gamme Galaxy S. Notamment, il y a des choses qui m'ont bien plu, c'est l'idée d'essayer de travailler au niveau du stylet, d'offrir la compatibilité Bluetooth. Il y a des choses au niveau de la productivité, alors qu'ils ne parlent pas au grand public, aux consommateurs lambda, mais pour le professionnel, tu as tout ce que tu as autour du S Pen, qui permet de faire par exemple une présentation PowerPoint en appuyant sur des boutons. Mais il y a aussi des choses très sympas, par exemple, je pense même à Pépé qui, par exemple, tu dirais que le Note 9 lui parle pas, mais il y a des choses qui sont pas mal. Où par exemple Pépé peut se... Alors attends, tu voulais dire un truc? J'ai pas dit qu'il me plaisait pas. J'ai eu le Note 8 que j'ai adoré. Je dis qu'il ne m'a pas impressionné. Faut pas. Il me plaît, mais il m'impressionne pas. Ce qui n'a rien à voir. Il me plaît. Je sais que je peux bosser avec. Non mais je voulais dire. Tu parles pas portugais, Pépé, par hasard? Par rapport à ce que tu dis. Non mais parle-lui en espagnol peut-être. Non mais en ce moment avec Pépé, j'ai du mal à communiquer avec lui. Je sais. On s'est déjà attrapé sur LinkedIn parce que j'avais mal exprimé sa pensée. Mais foutez-vous sur la gueule une fois, puis c'est fini. Non, j'ai rien contre Mathieu Dos Santos. Faut arrêter un petit peu votre délire. Il faut arrêter d'attaquer les ongles de pied à la râpe à fromage, les garçons, le soir. Non, mais en gros, ce que tu disais, par exemple, Pépé, ce que je comprends, c'est que toi, par exemple, la gamme S te suffit amplement. Là où, par exemple, le stylet, l'apport du stylet. Je suis d'accord.
Voilà. Il a dit qu'il écrivait pas ses c'était à ce vidéos. niveau-là. Tu suis pas sa chaîne Mais, YouTube. mais si par exemple, je te vends le principe du stylet qui peut servir de télécommande à distance, et par exemple, tu pourrais poser ton Note 9 pour un reportage sur un petit trépied, et en fait démarrer ta vidéo en appuyant sur un bouton qui permettra de lancer la. Tu crois qu'ils ont de la thune pour s'acheter un Note 9 pour faire une Tu présentation? vois, regarde Mathieu, tu vois, ça c'est une bague. Oui. C'est une bague que je Tu me mets à demandes un un doigt mariage. qu'on voit pas. Ah, c'est un cock ring, Quand je ça. parle, Ça, bling, je l'envoie. Non, ça, c'est un cock ring. Je reconnais. Vous me rappellerez de plus venir. Hein. Ah, mais, non, je vais essayer de venir un petit peu Voilà. en défense de Mathieu, parce que moi c'était marrant parce que tu vois quand tu parlais du S-Pen, il y avait Julien qui a fait une tête pas possible, mais qui avait l'air vraiment navré. Et moi à l'inverse, moi je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Je trouve que c'est bien, voilà, d'avoir mis le Bluetooth dans ce S-Pen. En plus de ça, tu le mets 40 secondes et tu as 30 minutes d'autonomie, c'est quand même un truc, c'est quand même pas mal. Et effectivement, ça permet d'avoir tout en un, quoi, plutôt que. Parce que tu disais, Seb, tout à l'heure, oui, évidemment que des petites télécommandes Bluetooth, ça existe déjà depuis très longtemps, mais c'est un truc en plus à transporter, alors que là, tu l'as dans ton téléphone. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est pourquoi Samsung ne permet pas d'acheter ce S Pen qui serait compatible Bluetooth avec le Note 8 aux anciens consommateurs. Pourquoi est-ce que l'Apple Pencil est compatible avec autre chose que l'iPad? Voilà. Oui, mais est-ce qu'il non. vu sa taille, il ne peut pas être compatible avec un iPhone. Bah, pourquoi pas? Une pointe, c'est une pointe. Sa taille, il ne peut pas être compatible avec un iPhone. T'as vu la taille de l'Apple? T'as vu le S Pen, la taille qu'il a? Je suis désolé, les gars. Moi, je trouve que l'idée elle se défend. Elle se défend et sur le. Ce que je veux dire par là, attends, je crois que tu n'as pas compris ce qu'on voulait dire, Seb. Je te dis pas le pencil, tu vois, de le mettre dans l'iPhone, mais de pouvoir l'utiliser sur un iPhone. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir le faire. Mais vu sa taille, ce serait pas, à mon avis, ce serait pas ergonomique. Bon, écoute, je dis rien. Bah, peut-être. En tout cas, moi, je trouve que, ouais, quelque part, ce Note 9, honnêtement, moi, certes, il m'a pas non plus emballé comme la présentation, par exemple, du Oppo Find X, on est d'accord. Mais n'empêche que si on regarde cet appareil, je vois, il y a rien à lui reprocher au bout du compte, parce que c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur le marché. Ouais. Moi, je te dis qu'au niveau de la sécurité, empreinte et tout ça, on n'y est pas. Hein. Empreinte, si, il a un lecteur d'empreinte qui marche aussi bien que les autres. Il n'y a que la reconnaissance faciale. Qui n'est pas ergonomique, qui est placé derrière. Ça veut dire que tu dois retourner ton téléphone. Oui, mais il a été déplacé en dessous des objectifs. Ça y est. Hein. Il est encore pas très bien positionné, je te l'accorde. Mais ça y est, l'erreur du. Et là-dessus, en plus de ça, je suis moyennement d'accord parce que tu vois, là, moi, j'ai sur le S8 Plus, donc où là, il était encore plus mal placé puisqu'il était à côté. Honnêtement, je dis pas que oui, les premiers jours, c'est un petit peu compliqué, mais après, moi, je l'utilise tous les jours. J'ai jamais aucun problème pour aller chercher le capteur d'empreinte. Hein. Julien, parle, s'il te plaît, parle. Ouais, parce que non, moi, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai voulu prendre une photo, elle était floue parce que mon vieux doigt graisseux était parti sur l'objectif. Tu sais, quand t'es tout le temps en train d'utiliser des lubrifiants. C'est peut-être ça. Oui, non, mais c'est pas ça. Là, il est en dessous sur le Note 9. Tu peux plus reprocher ça au Note 9. Je suis d'accord, mais redonne la gamme de prix, s'il te plaît, du Note 9. Alors justement, là aussi, il y a eu un petit peu de bashing autour de Samsung par rapport au prix, mais là encore, je trouve que c'est un petit peu injustifié parce qu'il est au même prix que le Note 8 de l'an dernier. Oui. On est d'accord. Ok. Mais sauf qu'il a bien plus. Il a bien plus que le Note 8 de l'an dernier. Il a doublé la capacité de stockage. Il a les haut-parleurs stéréo que n'avait pas le Note 8. Il a une batterie qui est beaucoup plus importante. Il permet maintenant de filmer en 4K 60 fps ou en 720p en 960. Bref, il a l'écran qui est un petit peu plus grand. Bon, c'est de 0,1 pouce, on est d'accord, mais dans le même encombrement, c'est pas tout à fait le même appareil quand même. Et bon, Samsung a quand même réussi dans ce châssis à intégrer quand même une batterie de 4000 mAh, le S Pen. Attends, laisse-moi finir. Un lecteur de carte SD, le système de refroidissement liquide, une prise jack, tout ça en étant IP68. Honnêtement, trouve-moi un autre téléphone sur le marché qui fait mieux. Mais non, mais c'est pas ça. C'est toi. Là, t'as un S9. Non, j'ai un S8. D'accord. Voilà. Plus. Voilà.
Le téléphone est très bien. Je te dis juste, si t'as un Note 8, je pense que tu passeras pas. Non, mais c'est pas la question. Mais non, mais c'est juste après, c'est où est-ce qu'il va vraiment trouver. C'est-à-dire qu'il y a rien qui me fera passer aux notes parce que j'irai plus jamais sur cette taille-là, que je ne travaille pas, voilà, que ce sera pas mon patron qui va me le donner. Et le mec qui a un Note 8 qu'il a déboursé plutôt cher pour sa gueule, il va pas passer là. Julien, là où je rejoins Teddy, c'est que je vais partir sur une connerie, mais la Lamborghini, c'est peut-être la meilleure voiture au monde, et finalement, tu n'iras peut-être pas sur une Lamborghini parce que ta voiture aussi te convient très bien. Là, le débat, c'est est-ce que c'est pas un des meilleurs smartphones de l'année, voire le smartphone de l'année. On vous demande pas à vous. Mais non, mais clairement, mais il a pas le petit Wow Effect. T'as un smartphone sans encoche. Comme il dit Teddy, t'as la Jack 3.5, t'as des finitions excellentes, des matériaux top, des finitions top. Deux grosses... Excuse-moi, il a 2 grosses encoches en haut et en bas. Oh non. Oui. Non, je peux pas te laisser dire. C'est des encoches, hein. Mais non, c'est pas des encoches. Attends, tu rigoles, les bordures, elles sont super fines. C'est des bordures. Il est pas si mal que ça. Attendez, je vais contacter Samsung, je voulais pas le recevoir. Alors, attends, t'as un stockage qui peut monter jusqu'à 1 Tera si tu fusionnes une carte micro SD et tu prends le 512. Il est résistant à l'eau, il a une charge rapide, il a une charge sans fil rapide, il a un stylet utilisable à distance, bon ça c'est subjectif, il a un superbe écran, en termes d'écran c'est terrible, il a une batterie de 4000 mAh, un appareil photo qui fait partie des meilleurs du marché, un déverrouillage par empreinte, déverrouillage facial, scanner d'iris, et un mode utilisable sur un écran de PC, c'est-à-dire qu'à une époque on te vendait une station d'accueil, et là maintenant avec un simple câble tu vas pouvoir l'utiliser. Ça vaut ce que ça vaut. C'est du blabla, toute cette histoire. Regarde la tronche de Pépé, en de bleu. Je vous écoute, moi je vois vos paroles, c'est tellement hype. Je veux dire, c'est trop stylé, quoi. On peut plus. Moi j'avoue que je rejoins complètement Mathieu. Vraiment, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que. Me payes pour passer sur Samsung, alors je fais mon nom. Oui, mais est-ce qu'il est compatible Windows? Oui, mais quand même. Non, mais. Oui, mais fais-le bien, parce que là, ça se voit. Chaque fois qu'on te voit, qu'on a les rares fois on a le plaisir de te croiser, on ne voit qu'un Samsung dans la main, donc on comprend pas. C'est ça, quoi. Tu vois, t'es là pour défendre l'iPhone, mais chaque fois qu'on te voit, t'as un Samsung. Donc et je vais te dire la vérité, c'est moi qui l'ai conseillé de s'appeler Mister Perrier, parce qu'il m'a dit, ouais, je compte m'appeler Mister Samsung. J'ai dit non. Déjà, il y a un monsieur qui s'appelle comme ça, qui travaille chez Apple, t'as pas le droit. Et voilà, quoi. Par contre, un truc que juste un truc. Oui. Il faut quand même que les géants, ça on va dire, maintenant on va être franc. Il faut quand même que les géants, il faut qu'ils se bougent un petit peu les fesses, parce que ce que font les gros Chinois là, entre guillemets, les gros Chinois, tu sais. Alors, non mais là tu anticipes Seb, parce que tout ça on va y revenir tout à l'heure, hein, sur le Oppo, le Vivo, on te demandera sur les gros Chinois. Tu les as, mais par contre, je suis là encore désolé, mais pas d'accord avec toi. C'est parce que tu dis les géants, mais tu sais, Oppo et Vivo, dans la deuxième partie, tu verras que c'est quand tu regardes les chiffres de vente, c'est plus des petits, hein, c'est des très très gros Chinois. C'est des très gros. Moi. Non mais t'as dit que les autres c'était des géants, mais ils sont maintenant aussi tu rajoutes Oppo, Vivo et OnePlus, si tu les ajoutes les trois, ils font autant de ventes quasiment que Samsung, et beaucoup plus qu'Apple. Hein. Donc les géants, c'est pas forcément. Alors ça, j'ai jamais dit le contraire. Dans ta gueule. Non mais j'ai jamais dit le contraire, les gars. Vous êtes allés chercher où ça? Mais non, mais tu dis que ça serait temps que les géants ils se bougent. Les géants, Apple et Samsung sont plus beaucoup des géants à côté de ces gens-là. Hein. Ah oui. Tiens, casquette à l'envers. On va dire les géants qui étaient géants tout le temps géants. Voilà, c'est ça. En tout cas. Au niveau autonomie, vraisemblablement, ce Galaxy Note 9 il se débrouille plutôt bien, puisqu'il y a le youtubeur Mr. Who the Boss qui a fait un test d'autonomie assez poussé, puisque c'était avec en filmant en 4K, en utilisant Asphalt 9, enfin que des choses assez gourmands en ressources. Et donc il y avait donc dans son comparatif le Note 9, le P20 Pro, le OnePlus 6, le S9 Plus et l'iPhone 10. Je vous laisse deviner qui a fini dernier. Ouais, mais attends, parce qu'il avait fait la mise à jour, il était en bêta sur iOS 12. Non, donc l'iPhone 10 a terminé dernier. Alors après, non, à la décharge l'iPhone a une batterie de 2700 mAh. Ah oui, c'est pas rationnel.
Voilà, mais là où c'est intéressant, c'est que le Galaxy Note 9, qui a donc terminé premier de ce comparatif, avec sa batterie de 4000 mAh, qui a tenu 5h21, alors que le Huawei P20 Pro, qui a aussi une batterie de 4000 mAh et qui a un écran moins grand, donc moins de surface d'affichage, fait 4h46. Donc ça veut dire quand même qu'au niveau d'autonomie, ce Note 9, il est quand même pas mal. Et ça va te faire plaisir, du coup, Seb, pour aller dans ton sens, puisqu'il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Xitech Care, qui a fait le même test, mais en rajoutant le Vivo Nex S, l'Oppo Find X, le Pixel 2 XL, et aussi le Galaxy Note 8, plus les 5 qu'il y avait déjà dans celui de Mister ou The Boss. Et les résultats sont à peu près les mêmes, à ceci près de différents. Donc l'iPhone est toujours bon dernier. Mais par contre, là, dans celui-ci, le Note 9 n'est plus que deuxième. Et le premier, c'est le Vivo Nex S. Putain, attends, où est-ce que j'ai mis les piles pour un iPhone là? Tiens, regarde, j'ai des piles si tu veux rajouter de la batterie. Ah ouais, carle-toi dans l'oignon, on verra quel sens ça fait. Voilà, donc moi, le truc que j'ai trouvé un petit peu dommage par contre, juste sur ce Galaxy Note 9, Mathieu, c'est bien là. Oui, non, mais c'est le seul petit bémol que je lui mettrais, c'est que voilà, sachant qu'il va sortir là fin août, de le sortir avec Android Oreo, tu vois, alors que t'as même Android Pie sur les Essential Phone, un peu dommage quoi de pas d'avoir sorti directement avec Android. Ah bah, ouais. Oreo sous les aisselles. Il voulait pas te mettre un P dans l'oreille quoi. Ouais, c'est peut-être ça avec je sais pas. Et pour être Malaise TV, pardon. On l'a précisé tout à l'heure, il est plutôt bon en photo puisqu'il reprend les appareils photo du Galaxy S9 et S9 Plus avec l'ouverture variable, la double caméra avec le grand angle, le téléobjectif, 12 millions de pixels pour chacun des capteurs et la stabilisation optique. D'ailleurs, un Galaxy S9 en plus que tu avais trouvé très bon en photo, Seb. Ah, je me souviens pas, j'étais pas là. Ah, c'est toi qui me l'as dit cette émission. Alors, ressors-moi l'émission, alors je me rappelle plus. Bah, c'est quand il est sur. Donc t'auras pas d'inconvénient à me le filer, Seb, c'est bien. Tu reviens bientôt à la maison, oublie pas de le ramener. En gros, tu nous dis qu'il mérite. C'est quoi le prochain sujet? Eh ben oui, il passait d'ailleurs. Ah non, mais il mérite sa note de 9, quoi. Bah, ouais, d'ailleurs, le prochain sujet, c'est un autre appareil qui a été présenté durant l'été, et ça va faire plaisir à Juju, puisqu'on va reparler de Microsoft dans cette émission, ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Puisque Microsoft a sorti donc la Surface Go. Comme Goldorak. Ouais, ou Pokémon. Go. Choix. Oui, aussi, oui. Non, mais je parlais de vestiges du passé, moi, c'était pour ça, j'étais resté là-dessus. Ouais, c'est pas du passé, Pokémon, c'est pas classique. C'est le futur, mec. Dans mon PP, tu as suivi un peu la sortie de cette Surface Go ou c'est un marché qui... Eh bien, écoute, de toutes les missions que vous êtes en train de faire et ce que vous allez faire après, je crois que c'est la partie qui m'intéresse le moins. Mais par contre, je vais vous dire une chose, je suis tellement content d'être là. Vous pouvez pas savoir, parce que je vois chaque parole, surtout la façon dont parle Mathieu, c'est tellement vachement bien. Je veux dire, ce garçon est un monument d'humour et de poésie, il est capable de dire des trucs tout à fait salaces d'une façon absolument élégante, je trouve ça délicieux. C'est le côté bûcheron portugais qui est en moi. Non, mais c'est trop cool. Non, mais je suis très franc parce que je suis un mec franc toujours. Sincèrement, c'est un produit qui m'intéresse pas des masses et j'ai pas vraiment suivi cette partie d'actualité. Autant je suis passionné par tout ce qui se passe avec les smartphones qui débarquent actuellement, des grosses entités chinoises que j'ai la chance de bien connaître parce que je suis souvent allé à Shenzhen et ça fait un moment que je vois sur place les Oppo, les machins, les trucs et que tout le monde est en train de les découvrir en France. Et quand tu vas sur place en Chine, tu te rends compte à quel point ces gens sont gigantesques et à quel point ils en avaient quelque part absolument rien à foutre de l'Europe et que là ils arrivent, à la limite, je vais être vulgaire pour faire chier un petit peu, mais ils peuvent très bien vivre sans l'Europe. Ils ont la Chine, ils ont l'Inde, ils ont une partie de l'Amérique du Sud, ils sont gigantesques. Mais vous n'avez pas idée de la taille d'Oppo et de Vivo en Chine, mais tu vas dans n'importe quel bled où il y a trois Chinois qui sont là, il y a peut-être une toute petite épicerie, il y a 3 panneaux Oppo en verre au-dessus, quoi. Oui, ils sont partout, ce sont les envahisseurs. Regarde avec le doigt en l'air. Ça, normalement, c'était la partie suivante de l'émission. J'ai pas ton prompteur, j'ai pas ton prompteur. On m'invite, on me dit ici, tu vas voir, c'est génial, on me dit rien de ce qui va se passer, puis après on dit que je gâche l'ambiance. Non, messieurs.
nous, si tu veux, moi perso, nous aussi on s'en fout de la Surface Go, mais il faut bien qu'on donne un os à ronger à Juju. Faut qu'on justifie pourquoi ce gars est encore là. Quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est son quart d'heure de gloire, faut qu'il puisse parler, parce que sinon, on va se demander pourquoi il est encore là. Juju, la Surface Go. De deux choses. Je n'écoute absolument pas cet homme qui déteste les tablettes. Hein, donc voilà. Attention, je n'ai pas dit je déteste, j'ai dit ça ne m'intéresse pas. Ce modèle ne m'intéresse pas. Je suis tellement heureux pour toi si tu trouves ton bonheur là-dedans. Tu sais, franchement, je peux dire, tant que tu fais pas de mal, c'est bien. Vas-y, fais-toi plaisir. Go. Merci, alors vas-y. Et non, parce que là où... Le mec qui essaye de reprendre, tu sais. Alors, comment je reprends après cette merde? Comment je reprends ça? Non, oui. c'est pas ça. C'est que je pense qu'effectivement, il y aura une sorte de fusion parfaite, comme en a parlé Jérôme sur sa chaîne, et qui serait en fait de fusionner cette magnifique petite tablette avec le système Shadow. Et là, je me dis, mais c'est trop génial, parce que je peux avoir ma petite tablette qui se trimballe partout, qui reste un ordinateur, et je peux la fusionner avec un ordinateur badass de folie, et avec ma tablette, je peux faire des putains de jeux qui déchirent sa race partout dans le monde. D'accord. D'accord, mais c'est quoi la différence donc avec un iPad, par exemple, parce que tu peux faire la même chose avec un iPad, ou une tablette Android, par exemple. Non, je crois pas qu'il y ait Shadow sur l'iPad. Calme-toi, si. Il y a Ah Shadow merde, sur ouais, mais on s'en fout, c'est pas pareil. Oh là là. Pardon, la mauvaise foi incarnée, comme les ongles de pied. Ceci étant, Juju, t'as pas de tort non plus, dans le sens où, en fait, là, sur ce marché-là, Apple et Microsoft ont deux stratégies complètement différentes, parce que tu peux toujours ajouter un clavier et un iPad, ça restera toujours qu'un iPad et une tablette, quoi. Alors que sur la Surface, ça peut devenir un vrai ordinateur pour le coup. Oui, enfin, c'est un ordinateur. Oui, et puis je peux te dire que il y a certains sites de merde encore qui existent sur Internet. T'as intérêt à être en mode ordinateur, parce que le mode portable machin est... Ah non, il est bien fait. Il est bien fait. Pornhub, ça va. Ouais, il gère bien tactile. Non, il est. Non, mais par contre, là, t'es dit où je te rejoins un petit peu moins, c'est que je comprends pas trop la stratégie de Microsoft. Parce que il n'y a pas de stratégie, mec. Excuse-moi, Mathieu. J'ai dit que c'était une stratégie différente. J'ai pas dit que je la comprenais. Parce que j'ai juste dit qu'elle était différente. J'aime bien vos histoires, sauf que le mec, il te vend une Surface Go. Donc, avec déjà 64 Go de stockage, pour moi, à mettre Windows dans un objet avec 64 Go de stockage, ça me paraît complètement con. T'as une carte, t'as un port micro SD. D'accord, mais on voit bien que c'est compliqué parce que je vois toutes les manips, moi j'en ai eu un, hein, avec déjà 128 Go, tu mets une carte micro SD pour rajouter un disque supplémentaire, il faut bidouiller pour transformer ça en disque lecteur D, quoi. Sinon c'est vraiment merdique, je trouve, moi honnêtement. Et par la suite, les mecs ils te vendent pas du tout un clavier avec. Alors, le clavier, on va le préciser, c'est 99 € et le stylet c'est 109. Donc voilà, sachant que le prix de base, pour rappeler, des Surface Go, il est de 450 € pour le premier modèle, et le deuxième il est à 600 €. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, donc pour moi le problème de cette stratégie elle est bancale, parce que le problème au final de la Surface, c'est même pas Surface, c'est Windows. Windows est encore très très mal optimisé pour le tactile, moi je le trouve. Et c'est un mec qui a une Surface qui te parle, hein, donc vous venez pas me prendre pour un con. Qui avait. Ce qu'il en reste du moins. Ce qu'il en reste, paix à son âme. Mais pour le coup, aussi, le truc c'est que dites-moi, pour ceux qui ont déjà utilisé un PC Windows, la dernière fois que vous avez foutu les pieds sur ce store, le store de Windows, tu sais, là où t'es chancelier. Alors, justement, le problème, c'est que donc là, cette Surface Go, elle est vendue donc avec Windows 10S installé, où donc on peut mettre effectivement les applications, mais il n'y en a pas des masses, hein, donc du Windows Store, enfin il y en a, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut désactiver, heureusement, il est désactivable ce Windows 10S pour pouvoir passer en Windows Family, si j'ai bien suivi. Voilà. Parce que ne serait-ce que pour mettre Chrome ou utiliser Steam, si tu passes pas par Windows Family, tu l'as. Voilà. Pour mettre les applications que ce qu'on appelle dit en x86, tu vois, les applications qui sont pas l'équivalent de celles d'un mobile, par exemple. Ouais, du coup, ce Windows 10S, il ressemble étrangement à Windows RT que personne ne veut. Le problème, c'est que je trouve que c'est encore inadmissible, honnêtement, sincèrement. T'es en 2018, hein, vraiment. Regarde les putains de bordures qu'a l'écran. Je trouve que même pour un modèle qui est moins cher, tu peux faire un effort, quoi. Les mecs dans les smartphones, même des marques comme Wiko à 200 balles, ils arrivent à te faire un écran qui a des bordures fines. Bon, là on est sur un PC, et tu me feras pas croire que les mecs ils peuvent pas faire un putain d'effort
sur Alors, les bordures de l'écran. Par contre, le mot putain est beaucoup utilisé dans Oui, cette oui, émission. c'est Si on vrai. peut- Faut arrêter. Ça peut-être pas. Tu On sauras, se parle à Marseille. ça va. Pour information, les gens de chez Microsoft, quand tu leur parles de ça, des bordures, eux, ils te répondent qu'en fait, l'écran de 10 pouces, c'est un écran 2/3, enfin 2 tiers, je sais pas comment on dit, et qu'au bout du compte, la surface d'affichage est comparable à celle d'un écran 13 pouces qui sera en 16/9. Et on a Barthez Je et sais pas. Zidane aussi, j'ai oublié de vous dire. Ouais, mais je te jure qu'il y a moyen de faire mieux. Parce que même moi, qui suis fils de maçon avec mes doigts, je peux te promettre que tu me divises les bordures par 2. Je suis persuadé que mes doigts, et tu peux gagner en affichage. Donc moi, honnêtement, je trouve que malheureusement, ça ressemble à des tablettes en Windows RT et pour moi, ils reproduisent les mêmes erreurs et ils ont toujours pas compris que le problème ne vient pas du produit en lui-même. Parce que, allez, je les taquine sur les bords. Mais sincèrement, je trouve que le produit, il est sympa. Il est bon. Elle est belle. Non, mais elle est belle. Non, elle est magnifique. Ce soir, ils sont entraînés. Hein, voilà, je sais même pas ce que j'ai dit, mais je vous crois, les mecs, sur. Non, mais c'est merveilleux. Ah ouais, c'est encore mieux. C'est encore plus beau. Oui, c'est vrai. Et pour le coup, tu vois, je trouve que la Surface, c'est un produit que moi j'aime bien en plus et que j'affectionne. Mais sincèrement, ça m'emmerde qu'ils continuent inlassablement à répéter les erreurs. Leur store, ils n'arrivent pas à le remplir. T'as toujours pas une application Instagram, si je dis pas de conneries. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, il faut vivre avec son temps et leur store, il est complètement en décalage avec leur temps. Et tant que même ne serait-ce que ergonomiquement, tu sais, offrir, tu vois, est-ce que les gens, ils s'en foutent de leur interface à tuiles? Ils veulent, tu vois, par exemple, que le bouton, ta croix pour fermer une fenêtre sur l'Explorer, il soit plus gros, plus facile à utiliser, que pour quand tu es sur le gestionnaire des fichiers, t'as pas l'impression que c'est la croix et la bannière pour l'utiliser avec le. Tu sors ton stylet en fait, instinctivement, parce que la mine est plus fine. Donc du coup, t'es plus à l'aise avec le stylet. Donc là maintenant, on va aborder notre sujet, c'est la forme assez insolente de deux acteurs du marché des smartphones, et pas que d'ailleurs. C'est Apple et Huawei pour des raisons différentes. Alors concernant Apple. Donc, t'as dit Apple, t'as vu, toi aussi, t'as eu un rototo, moi aussi je l'ai eu, là, le petit. Pareil. Ouais, tant que c'est pas en haut, ça va. Hein ouais. Oui, alors en tout cas pour Apple tout se passe bien, hein, puisque ils ont présenté donc leur résultat trimestriel du deuxième trimestre donc au cours de l'été, avec un chiffre d'affaires en hausse de 15%, un bénéfice en hausse de 25%, et surtout donc durant cet été, ils ont dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière quand même. C'est pas rien. Ça, c'est à Julien, ce type de blague. C'est pour Julien, mais il n'est pas connecté. Il faut respecter. Depuis qu'il bosse, c'est resté connecté, le mec, il est déconnecté, mais c'est un truc En tout cas, non, mais. Tu peux y aller. Voilà, donc 1000 milliards de capitalisation boursière, c'est-à-dire plus qu'Amazon, plus que Alphabet, plus que Bitcoin. Bon, en tout cas, c'est une performance que seul PetroChina avait réalisée jusqu'à présent, et c'était en 2007, et puis ça n'avait pas duré longtemps. Donc Apple est en grande forme, malgré tout ce qu'on a pu lire à droite et à gauche. Cet iPhone finalement se vend pas si mal, Seb. Écoute, le roi de l'encoche, hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu lances une mode, c'est parti. Ah bah, je n'avais pu s'en passer de celle-là, de mode, ça aurait été pas mal. Bon. Non, écoute. Il est bon le truc, il est bon. Non, mais ça, c'est toujours pareil avec. Il est bon dans tous les domaines et en plus, il a un form factor que les autres n'ont pas. Ça veut dire qu'il a encore une taille qui est encore petite pour son ratio d'écran, je trouve. Ah oui, et je pense qu'il y a encore plein de chez les utilisateurs d'Apple, tout est petit. Arrête. Regarde. Allez, sors ton Samsung, t'es un mytho. C'est pour rappeler. Par contre, oui, tout va bien, sauf que les ventes elles se tassent. Hein. Mais se tasse, aussi, hein. Et on a plein de trucs sous le pied, mon pote. Oui, c'est l'avantage en fait pour Apple, c'est que là, dans les résultats qu'ils ont publiés, c'est vrai que les ventes de l'iPhone, elles ont stagné, on voit bien. Légèrement progressé, mais. J'ai les chiffres. Q1 2017, 78,29 millions. Q1 2018, 77,32 millions. Ça descend. Non, les ventes d'iPhone, elles ont augmenté. Elles étaient en hausse de combien? De 2,86%.
Ouais, moi c'est pas ce que j'avais. C'est au troisième trimestre, on parle. Hein. Parce qu'aux États-Unis, Ah oui, il y a non, un mais de décalage. je te parle Q1. Voilà. Oui. Et toi, tu me parles Mais par contre, ce qui a fortement augmenté, c'est les services. Donc, ce qui range dans les services, c'est iCloud, Apple Store, Apple Pay, et puis Apple Music, et également ce qui range dans tout ce qui est autre, c'est-à-dire les AirPods, les casques Beats. iTunes. Ouais. on parle de HomePod, il se vend plus d'AirPods que de casques Beats. Hein. Ouais, et de combien d'HomePod combien Alors, ça, on n'a pas le détail puisque c'est dans les autres. Tu vois, donc, mais n'empêche que tout ça, ça représente autre plus ce service, ça représente quand même 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 61. C'est grâce à Pépé, ça. Oui, sans doute. C'est que Beat, c'est grâce à Pépé, les ventes. Ah, les casques Beats, ça j'imagine. Non, mais lui, il a vendu plein de HomePod, par contre. Ah, mais là la performance quand même qui a réussi Apple, c'est qu'au bout du compte, ils arrivent à lier en fait les points forts de leurs deux concurrents que sont Google et Samsung, c'est-à-dire que ils arrivent à vendre du matériel comme Samsung arrive à vendre aussi du matériel, et ils arrivent à vendre du service comme Google arrive aussi à vendre du service. Sauf que Google lui n'arrive pas à vendre du matériel, et Samsung n'arrive pas à vendre du service. Donc Apple, eux, ils arrivent à faire les deux. Et puis l'avantage quand même, c'est que du coup ces services, même si les ventes de l'iPhone sur un trimestre par exemple pourraient baisser, les services c'est des abonnements, donc ça c'est une rentrée d'argent qui est constante. Donc c'est un gros avantage qu'ils ont maintenant. Et puis c'est le meilleur rapport, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Hein. Pas qualité-prix, mais je veux dire ratio. Oui. Fous-toi de notre gueule pendant qu'on y est. Ratio bénéfice. Et oui, parce que c'est que des data centers, mon pote, un petit ventilateur. Ah oui, non, ça c'est clair que c'est très très rentable, mais ceci étant, pour quand même un petit peu tempérer tout ça. Tempère, j'aime bien. Sur ce même trimestre, sur les ventes mondiales de smartphones, ils se sont fait dépasser, mon petit pépé, par Huawei. Comment je suis pas surpris? Un petit peu. Donc, et on reste toujours premier chez Apple. Hein. Non, même chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des géants chinois. Huawei, c'est juste gigantesque, quoi. Plus tu voyages, en fin de compte, quand tu voyages dans le monde entier, tu saisis des choses différentes de ce que tu vois sur ta plateforme ici. T'es là, c'est vrai que les gens sont toujours en train de parler. Oui, alors la France, c'est ça, mais dès que tu prends l'avion, tu t'aperçois que le marché mondial n'est pas du tout celui qu'on a ici. Et les mecs se disent, mais alors, moi, tu sais, il y a des gens sur la chaîne qui disent, mais comment ça se fait que Huawei ait tant de modèles, que Oppo ait tant de modèles, parce qu'ils sont pas tellement. Mais allez un peu sur internet, regardez un petit peu la taille de leur marché. C'est normal qu'ils aient 25, 30, 40 références. Ces gens-là, c'est tout à fait normal. Alors quand on me dit que Huawei a des ambitions de number one, moi je trouve ça d'une logique absolument implacable. Je veux dire, c'est pas qu'ils ont envie de se faire Samsung, parce que même pas que ce soit dans l'idée. C'est l'idée de continuer à progresser comme ça, toutes plateformes confondues, parce que Huawei a des ambitions qui sont tout à fait mondiales, au même titre que Samsung. Mais tu as des marques qui sont plus puissantes dans certains pays et d'autres moins. Par rapport en Inde, je viens de voir que Samsung était passé leader sur plusieurs strates de marché, mais Huawei n'y est pas. Donc tu vois, c'est par rapport aux strates, il faut rassembler le tout. Je pense que Huawei a ses chances pour devenir numéro 1 mondial s'ils s'y prennent correctement, puisque c'est peut-être le thème de ce que tu voulais dire, je sais pas, non? Non, mais c'est effectivement l'ambition du patron de Huawei qui a annoncé que en fait, il voulait être potentiellement la marque pourrait devenir numéro 1 mondial au dernier trimestre de 2019, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, dans un an et demi comme maintenant. Ouais. Et ce qui est faisable dans la mesure où si les ventes de smartphones sont tendance à se tasser un petit peu partout, celles du groupe Huawei, elles ont augmenté encore de 41% par rapport à l'année dernière, ce qui est colossal. Et même au niveau des tablettes. C'est des rares avec Apple à faire du bénéfice sur le monde des tablettes. Et il y a un truc. Pardon, excuse-moi. Pardon, ouais. Allez-y. Il y a un truc qu'il faut que les gens sachent également concernant Huawei, c'est la puissance de feu de Huawei dans son pays d'origine sur l'infrastructure. Ce sont des gens qui sont leaders sur 4G, 5G, ce seront les premiers sur la 5G. Ils ont une infrastructure gigantesque en Chine. Et quand tu dis qu'en Chine, tu vas partout, tu vois du Huawei en antenne et autres, tu te dis, oula, c'est pas fabricant smartphone, ça va au-delà. Ils maîtrisent l'infrastructure, ils maîtrisent tout ce qui est l'infrastructure de ville, le contrôle des feux rouges. Et eux, c'est Huawei. Ils sont gigantesques. Donc l'ambition
l'ambition, elle est au-delà du smartphone. Les gens voient toujours une marque par rapport à un produit. Quand on dit oui, regarde, Samsung va se faire dépasser par Huawei. À la limite, c'est même pas le problème. Samsung n'est pas que smartphone. Ils font des téléviseurs, ils sont sur la recherche, ils ont des brevets de tous les côtés. Ce sont des grosses tôles. Il faut les voir comme des grosses tôles. Donc de ce fait, je pense que c'est un combat de géants et c'est gigantesquement intéressant. C'est ça le truc. Ce sont vraiment des mastodontes qui savent faire plein de trucs. Ce sont des pieuvres tentaculaires qui ont des trucs partout. Et on verra. C'est juste que quand on parle Huawei, des chiffres de Huawei, je te donne la parole tout de suite après, oui. Mathieu. Faut pas oublier qu'on intègre Honor dedans. Hein. C'est pas Huawei tout seul, c'est Huawei plus Honor. Oui, vas-y Mathieu. Alors après, il y a une chose qu'il faut tempérer peut-être, c'est qu'il va falloir voir si cette seconde place, ça va se confirmer après l'arrivée des nouveaux iPhones. Parce que là, c'est peut-être une deuxième place de circonstance qu'ils ont apparemment déjà eu par le passé. Mais qui se sont fait vite rattraper au moment où les nouveaux iPhones ont été annoncés. Par contre, la prouesse, c'est qu'apparemment cette année ils ont réussi à récupérer cette seconde place plus tôt. Donc ça, c'est déjà une première chose. Il faut aussi bien informer les gens. Ça, c'est assez impressionnant, c'est que Huawei s'est fait dégager du marché américain. C'est-à-dire qu'ils ont un marché qui ne leur est plus accessible. Oui, alors et ça, c'est fort. Oui, mais justement par rapport à ça. Il faut voir aussi une chose, c'est que quelque part ça c'est en train de leur rendre service sur un marché autrement plus important que le marché américain. C'est leur marché domestique, c'est le marché chinois, parce qu'il y a de plus en plus en Chine de gens en fait qui font du patriotisme d'une certaine manière, en disant puisque vous faites chier nos marques chez vous, maintenant nous on va acheter chinois. Et d'ailleurs les ventes d'Apple et de Samsung en Chine, elles sont pas en train de progresser par contre. Hein. Donc au bout du compte, ça peut finalement se retourner en leur faveur pour Huawei. Et il faudra vérifier parce que on disait que donc Huawei souhaite devenir numéro 1. Il faut se rappeler qu'en 2016, ils ambitionnaient d'être numéro 2. Donc ils ont mis 2 ans à y parvenir. C'est super rapide quand même. Donc va falloir voir ce que ça sera dans 2 ans. Ça sera assez drôle de voir ça s'ils ont réussi à confronter cette place, de prendre la place de numéro 1, pardon. Et en même temps aussi, c'est un peu rendre hommage à la marque entre guillemets qui a mis énormément d'argent dans l'investissement. Là, ils sont encore en train de continuer à progresser. Il y a pas si longtemps, on disait que les processeurs de Huawei c'était bof. Maintenant, il faut savoir qu'en termes de perf, c'est vraiment pas mal. Ils vont sortir bientôt un processeur mobile qui sera gravé en 7 nanomètres. Ça sera le premier, qui sera le Kirin 980. Et pour rester simple auprès des gens, c'est quand même une performance assez dingue au niveau de la finesse de gravure. Donc ça va consommer moins, peut-être avoir une meilleure autonomie. Ça va optimiser ça. Huawei a mis énormément d'argent aussi dans la création d'un NPU, une puce qui va gérer à l'intérieur l'intelligence artificielle des smartphones. Ça aussi, ils y croient à fond, donc ils se lancent. Moi, j'ai vu même Google reprendre des concepts de Huawei sur la gestion des ressources internes d'Android. Notamment l'idée d'essayer d'optimiser les ressources d'une application qui est utilisée au moment même de l'utilisateur. Tu vois, genre dès que tu demandes à lancer Instagram, il va donner la priorité à Instagram sur d'autres processus qui tournent en arrière-plan. Et ça, dans les guidelines de Android 9, il faudra qu'on en parle dans un épisode parce que on l'a pas mis dans les nouveautés de cet été parce que Android 9 quand même a été officialisé Android Pie. Oui. Ça pourrait être intéressant d'en reparler dans un prochain épisode, mais je sais que Google s'est pas mal inspiré de ce qu'a fait Huawei en termes d'investissement sur le système. Donc ils sont sur le hardware, sur l'intelligence artificielle aussi, ils y vont, ils mettent la gomme avec les NPU, etc. Et en même temps, ils apportent même leur expertise qui commence à grandir sur l'OS. C'est-à-dire que même eux, ils font progresser Google sur Android. Ça, c'est assez impressionnant. Et par rapport à ce que tu disais avant, par rapport au fait que, bon, là, c'était sur ce trimestre, mais qu'après, il faudra voir. Ouais. Donc, mais ça, c'est justement quelque chose qui va être intéressant à suivre ces prochains mois, puisque, bon, normalement, si la rumeur se confirme, donc on devrait avoir 3 iPhones, hein, le 10S avec un écran OLED de 5,8 pouces, le 10S Plus avec un écran OLED de 6,5 pouces et l'iPhone 9 avec un écran LCD de 6,1 pouces qui fait 3 nouveaux iPhones. Mais du côté du groupe Huawei, on va voir arriver 3 nouveaux Huawei Mate 20, le Mate 20, le Mate 20 Pro et le Lite, plus le Honor Note 10 qui a été présenté cet été, plus le Honor 8X. Donc ils en ont encore en réserve, hein, donc à voir. Et puis il faut se rappeler que maintenant, tu sais, avant on les considérait beaucoup comme suiveurs. Aujourd'hui, c'est le premier smartphone à intégrer 3 capteurs de photos. Donc je trouve que c'est vraiment une marque qui
tu vois, de plus en plus, ça me rappelle HTC. Il y a une époque, il y a une belle époque lointaine où ils étaient à fond dans l'innovation, dans le design des produits. Il y a une vraie patte qui commence à être la leur et une belle encoche, ouais. Et en Suisse aussi, on voit beaucoup Huawei au nord de plus en plus, ou pour l'instant c'est. On n'arrive pas à faire la différence avec les iPhones, donc je peux pas te dire. Oh, la mauvaise foi incarnée. C'est incroyable ce garçon. Plus sérieusement, non, en Suisse, c'est ce que ça. Huawei, un temps, avait un petit peu percé. Je les voyais un peu dans les boutiques des opérateurs, mais là, j'ai pas l'impression que ça ait pris tant que ça, quoi. D'accord. C'est vraiment Samsung et Apple qui se partagent vraiment la grosse partie du gâteau. Et pourtant, eux aussi, maintenant, ils font des téléphones à 1000 €. Hein. Putain, ouais. On va faire un effort, les mecs. Et Juju, toi qui as l'habitude de faire souvent des prédictions foireuses, donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses pour qu'on sache pour ce qui ne va pas se passer Chine, empire du milieu où nous sommes le centre. Combien en population mondiale? Bah non, mais il faut pas se poser de questions. 1,5 milliard. Ouais, faut pas. Non, mais il y a même pas de question à se poser sur la puissance que pourra avoir Huawei dans le futur. Ça va être intéressant de regarder effectivement derrière la guerre économique et politique que les États-Unis et la Chine vont se livrer au travers du smartphone aussi. Oui, et d'ailleurs, on va élargir parce qu'il n'y a pas que Huawei justement. Donc sur ces chiffres de vente mondiale de smartphones, donc sur le trimestre qui s'est écoulé, donc en tête c'est toujours Samsung qui a vendu 70 millions et donc eux ils sont un petit peu en baisse. Deuxième, donc on a dit c'est Huawei qui a vendu 54 millions. Troisième, Apple avec 41 millions. Quatrième, c'est Xiaomi avec 33 millions. Qui va lancer une nouvelle marque Pocophone, encore moins cher que moins cher. Cinquième, c'est Oppo avec 31 millions. Sixième, Vivo avec 28 millions. Septième, c'est LG avec 11 millions. Donc si Huawei, c'est Huawei plus Honor, hein, j'ai dit tout à l'heure. Donc ça fait, c'est 8 constructeurs, à eux 8, donc c'est 80% du marché. Donc les 20% restants, c'est pour tous les autres constructeurs. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, pour isoler le groupe BBK, donc c'est-à-dire OnePlus, Vivo plus donc Oppo, sachant que OnePlus a à peu près 2,5 millions de ventes sur ce même trimestre-là, on arrive à 63 millions de ventes. J'ai dit 70 pour Samsung. Donc tu vois, Seb, quand je disais tout à l'heure, et ça c'est pour BBK, donc 63 millions, le groupe Huawei 54 et Xiaomi 33, à eux 3, enfin ces trois groupes. Dans le futur, il risque de faire mal parce qu'ils font déjà très très mal maintenant, PP. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, quoi. Ah mais quand tu vas sur place, tu comprends quoi. Quand tu vas en Afrique ou quand tu vas en Amérique du Sud, tu arrives en Afrique, il y a Oppo dans tous les aéroports, c'est des panneaux géants à l'entrée. C'est délirant en fin de compte de voir. Si je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les différences entre les plateformes. Justement, ce que disait Sébastien est intéressant sur le fait de la visibilité de Huawei en Suisse, qui n'est pas la même qu'on peut trouver en Europe, certainement pas la même en Allemagne et autres. Et en effet, ces marques, quand elles analysent les marchés, il y a des cumuls, des choix stratégiques. Telle marque est très puissante dans ce pays, tiens, on va pas trop y aller parce qu'on pourra pas y arriver. Telle marque, il y a une faille, on y va. Tu vois, le truc, c'est que c'est presque de la géopolitique commerciale. Ils y vont par rapport à la place de l'autre à l'intérieur. Et malgré tout, ils savent que en Europe, Samsung est quand même assez fort. Ils y vont, ils foncent, mais ils auront jamais le pouvoir, entre guillemets, pour le moment, de vraiment les affaiblir au sens propre du terme. Donc, c'est ça. Mais je reviens sur un truc très intéressant qu'a dit tout à l'heure, en effet, sur le fait que les Chinois se ressentent vers leurs produits. Et ça, c'est la vérité depuis qu'il y a les problèmes, justement, avec les Américains. Et ça, tu le ressens bien avec leurs marques. Et comme disaient des artistes qui vendent beaucoup de disques, quand les Chinois aiment, ils sont nombreux. Donc le problème c'est ça, c'est pas un problème, c'est la vérité, c'est que si tous les Chinois décident de plus tourner vers des marques à cause des raisons géopolitiques et autres, leur marché va encore plus grossir, ils sont encore en avance sur la 5G, en avance surtout parce que le fric va rentrer et l'infrastructure va grossir et ils vont tous réussir quelque chose que nous on n'arrive pas à réussir. Ils seront entre eux, regarde déjà la façon dont ils sont en train de bloquer, tu me dis quand je dois arrêter, la façon dont ils sont en train de bloquer toutes les applications qui viennent du monde entier. C'est-à-dire que moi, j'allais en Chine avant, j'avais pas besoin de VPN. Là, moi, un VPN fonctionne pas, le deuxième fonctionne pas. Ils se recentrent sur eux-mêmes totalement.
brutalement depuis maintenant 18 mois et leur marché interne progresse terriblement. Voitures, électronique, ils ont de moins en moins besoin des autres et ils le font de plus en plus savoir. Le reste, c'est presque pour s'amuser. Il y a des trous dans le marché, on y va. Il y a un trou de taupe, on y va. Voilà, ils fonctionnent comme ça et c'est bien, je veux dire, c'est leur façon de fonctionner, mais c'est même pas faut se méfier de la Chine, il y a quelque chose de logique qui se passe. Pendant un moment, on les a pris pour des gens qui étaient des suiveurs, qui étaient, voilà, c'est des marchés chinois, ils sont là pour fabriquer des produits, mais c'est fini, ce temps est terminé. Ce sont des novateurs, ce sont des gens qui arrivent à sortir des produits extraordinaires, ce sont des novateurs. On l'a vu d'ailleurs, justement, cette année marque un peu un virage à ce niveau-là dans le segment des smartphones, puisque avec le Oppo Find X et le Vivo Nex, là, ils ont vraiment fait des innovations qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas qui n'existent pour l'instant chez personne d'autre, et c'est eux qui les ont sortis en premier. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses, ils auront peut-être le premier smartphone 5G réellement fonctionnel pour le grand public, ils auront peut-être des trucs comme ça, mais c'est pas pour autant que Samsung va pas arriver. Samsung est très très puissant mondialement, mais ces marques deviennent respectables aux yeux du public parce qu'en effet, ils se sont débarrassés de leurs vieux oripeaux qui disaient oui, nous on suit, on ne fait que fabriquer ce que fabriquent les autres. Non, maintenant ils créent parce qu'ils prennent des ingénieurs du monde entier qui font venir. Quand tu vas à Shenzhen, tu trouves des gens qui viennent d'Inde, tu trouves des Japonais, tu trouves des gens qui viennent de partout. Il n'y avait pas ça avant, je peux te le dire. Ça fait 20 ans que je suis là-dedans, ça fait 20 ans que je me balade. Il y a 10 ans, tu allais à Shenzhen, il n'y avait que des Chinois. Ouais. Et maintenant, c'est des gens de tous les pays qui vont là-bas pour bosser, y compris des Coréens. Parce que ça bosse et que c'est vachement bien. Toi, Seb, qui défend l'univers Apple dans cette émission. Non, mais justement, je me tourne vers lui parce qu'il défend l'univers Apple, mais actuellement, il a un Oppo Find X et un Vivo Nex S. Mais c'est pour le travail, ça. Hein. Oui. Mais la mauvaise foi, ce garçon, c'est pour le travail. Pas de souci. Si je te parle de ça, c'est juste parce que justement, comme toi, tu es le seul d'entre nous à avoir eu la chance de les avoir les deux en main, de les avoir en test. Juste, tu peux nous faire comme ça, lequel tu conseillerais. Je crois que je connais la réponse, mais vas-y, dis quand même au cas où. Sans spoiler les futures vidéos qu'il pourrait y avoir éventuellement sur ta chaîne. Déjà, je veux souligner le form factor de cet appareil, qui est pour moi le meilleur form factor qui existe pour l'instant dans le monde des smartphones. Donc c'est le Oppo, ça. C'est le Oppo, ouais. Je sais pas si vous le voyez bien. Donc il est incurvé, mais pas non plus trop à la Samsung. Il est incurvé des deux côtés, donc on a vraiment une prise en main qui est top. Et il est plus fin que le Vivo. Il a un écran qui est légèrement plus petit. Mais pour moi, c'est franchement le form factor idéal. Après, il faudra voir sur le long terme si ce module va pas commencer à se gripper. Et voilà. Mais c'est vrai que ce form factor apporte aussi des problèmes comme l'étanchéité, enfin la résistance à l'eau et à la poussière. Parce que là, je te dis pas, quand je le mets dans ma poche, tout ce qui se loge ici. D'accord. C'est comme le nombril, comme vous connaissez le nombril. Et si tu devais, c'était un peu ça ma question, si tu devais en garder qu'un seul des deux, ce sera lequel? Je vais en garder un seul des deux justement, et ce sera le rouge là. Donc ce sera le Vivo Nex. Et par rapport au Vivo, dont on a dit tout à l'heure qu'il avait une super autonomie, tu l'as vu passer, parce que je t'ai mentionné sur Twitter par rapport à ça, et je crois que Mathieu aussi. On a notre camarade Manu Casteron de Frandroid qui a eu un petit souci, lui, parce qu'en fait, il a posé son doigt sur un Vivo Nex S qui n'est pas à lui, et il s'est déverrouillé. Donc, je voulais savoir si toi, tu avais eu ce problème-là avec le tien, si tu as fait le test à part avec ton chat. J'ai essayé avec ma cybermamie, qui est fan de technologie aussi, et elle n'a pas réussi à le déverrouiller. J'ai essayé tous les doigts. Donc c'est vraiment bizarre. Et puis, vous pouvez bien voir, ça c'est un doigt que je n'ai pas configuré. D'accord. Et sinon... Mais alors c'est vrai que c'est étonnant que chez eux, ça ait fonctionné. Je sais pas. Et en dehors de ça, au quotidien, il est rapide, parce que j'ai vu aussi beaucoup de testeurs qui sont... Là, c'est partagé. Il y en a qui trouvent qu'il est très rapide, il y en a d'autres qui trouvent qu'il est pas rapide. Alors, je sais pas. Moi, je l'ai pas eu, donc... Ah oui, là, j'ai fait tout. Encore mieux, il marche pas. Il y a eu trop de mauvaises correspondances. J'ai fait trop de mauvaises correspondances, donc je dois remettre le code. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi mon code déjà? Oui. Bon, on recommence. On recommence, Houston. Alors, vous êtes prêts? Boum. Ouais, c'est pas long, ça va. Boum. T'es obligé de tapoter 2 fois sur l'écran avant? Ouais, pour l'allumer. Ouais, bah si tu veux, ça va mettre un petit temps à apparaître. Ah ouais.
vois, là, ça a apparu. Donc, Et tu arrives à. c'est rapide. Ouais. C'est rapide, mais tu vois, il faut quand même s'habituer à positionner son doigt. Parce que t'as beau prendre toute l'empreinte, c'est quand même souvent le début de ton empreinte qui fonctionne. Donc, D'accord. voilà. Et donc, la dernière En fait, question c'est par une rapport. habitude. C'est une La habitude. dernière question par rapport à ça, du coup, puisque toi tu peux te permettre de faire ce comparatif-là, vu que tu trouves ça plus efficace ou cette technologie-là, ou tu préfères le capteur 3D de l'iPhone? Donc, tu veux comparer le lecteur d'empreinte avec la reconnaissance faciale 3D. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus Alors, agréable à utiliser. Je ouais, ne dire agréable à forcément, utiliser. je te parle pas de le côté sécurité ou. Ouais, non, je alors parle c'est juste le... Franchement, c'est le facial. Excusez-moi. C'est le facial 3D, donc la totale, quoi. Hein, Ah ouais. Ah, sortie ok. et le chocolat chaud. D'accord. Donc toi, t'es plutôt facial. D'accord. D'accord. Et non, C'est bien, hein. Non, non, mais Non, c'est bien. C'est important. si tu peux, ça n'échoue jamais. Tu vois, regarde, on est là. D'accord. Hop, un coup de facial. Jamais. Ok. Ok. Et c'est plus rapide que l'iPhone parce que sur celui-ci, tu peux configurer que quand tu appuies sur le bouton Power, eh bien, hop, ça va directement allumer l'écran et t'as pas besoin de faire de swipe. Donc, c'est plus rapide. Tu peux programmer qu'il n'y ait pas de swipe vers le haut. D'accord. Ok. Ça apporte Eh ben, une rapidité. Voilà. Merci pour ces précisions. Et pour conclure avec les Chinois, on va juste préciser que durant cet été, Honor a déjà présenté le Note 10. Il sera peut-être aussi présenté à l'IFA parce que c'était une présentation pour le marché asiatique. Donc juste à rappeler que c'est un smartphone avec un écran OLED Full HD+, compatible HDR+, de 6,95 pouces, un processeur Kirin 970 avec un système de refroidissement liquide, donc comme un peu il y a sur les Note 9, et une batterie de 5000 mAh, donc ça c'est quand même franchement pas mal. Et donc en 6 et 64 Go, 6 et 128 et 8 et 128. Alors les prix en Chine ça varie entre 350 et 450 euros selon les configs. On verra si jamais il arrive en Europe les prix, mais bon c'est quand même pas mal. La taille de l'écran ils avaient montré donc pour teaser, c'était en fait le téléphone il a la même taille en fait que l'écran de la Nintendo Switch, pour vous donner une idée. Ah ouais, la vache. Ah ouais, c'est assez. Et vu qu'on a Pépé, vu qu'on Allô a oui. vu qu'on a le maître, vu qu'on a Hein le maître, donc à ce niveau il y a un DAC. Oui. Mais ça, donc tu peux mettre du hi-fi, hein. T'as déjà. Je vais vous avouer quelque chose. Est-ce que vous savez que tous les smartphones ont des DAC? C'est génial. Tous les smartphones ont un DAC de toute Oui, façon. sinon ça marcherait pas. Si tu veux pouvoir entendre ton interlocuteur, c'est que t'as un DAC. Un DAC. Donc alors, mon loup d'amour, je sais pas ce que tu voulais me dire, mon petit crapaud défraîchi, mais dis-moi les Non, choses. mais as-tu Un déjà DAC-fi. le hi-fi, tu as déjà testé? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, t'avais compris. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est tu bien, dis bon. je ne peux qu'approuver un truc pareil, je l'ai pas écouté par contre. Et chez Oppo, eux, c'est Real Original Sound. Et ils disent qu'ils ont développé ça avec Direct Research AB, leader mondial des technologies audio. Tu connais ça? Alors ça, je crois que c'est un sous quelque chose, mais je ne connais pas l'entité du labo là. Il travaille c'est un fournisseur de solutions, de techno, mais ce nom lui-même, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. D'accord. Mais parce que c'est directement mentionné dans le. Oui, mais dans leur technologie. Il est dans l'intérêt de tous ces fabricants qui ont des smartphones de plus en plus grands, avec des écrans de plus en plus grands, qui deviennent des. Le Honor dont vous avez parlé, c'est un entertainment center. Tout simplement, c'est avec un grand écran qui refroidit. On peut regarder des séries Netflix au format originel. On peut avoir du Dolby machin truc. Et ben, c'est dans l'intérêt des fabricants d'avoir tout qui évolue, toute la chaîne, la qualité de l'écran, la qualité de l'audio, parce que les gens vont utiliser de plus en plus leur smartphone pour regarder Netflix, Apple TV, tout ce que vous voulez dessus. C'est maintenant le téléviseur de demain pour les jeunes. Voilà. C'est un mais magnifique parce que justement le gaming. c'est le sujet suivant. Gaming. m'a offert une transition de rêve, mon PV, puisque on va justement beaucoup parler de Netflix maintenant, dans cette partie-là. Juste pour, tu parlais du Honor 10, une précision qui aura son importance, c'est un smartphone qui a un écran sans notch. Voilà. Donc, du coup, on va passer donc à Netflix, qui se livre un peu la guéguerre avec les chaînes de télé et avec YouTube. Alors, pour resituer un petit peu, Netflix, c'est 125 millions d'utilisateurs dans le monde, entre 3,5 millions et 4 millions de foyers en France, mais on ne sait pas trop exactement. Pas de chiffre.
Voilà. Je donne pas de chiffre, moi je suis sûr qu'il y a plus. C'est une estimation, mais par contre, il y a une chose que là, c'est pas une estimation, c'est une réalité, c'est que Netflix, ça représente 14% du trafic internet en France quand même. Donc, c'est pour vous dire, c'est un peu. C'est plus que 4 millions. Après, ils prennent des gros débits, ça joue. Alors en fait, pour te donner, il y a 18% du trafic internet en France, c'est Google plus YouTube, et 14% c'est Netflix et 6% Facebook. Donc tu vois déjà, ça veut dire que voilà, Google, YouTube, Facebook et Netflix à eux trois, c'est 40% de la vidéo. Oui, mais la vidéo consomme beaucoup plus que tout le reste. Donc voilà. Sachant que aussi dans les chiffres que tu avais peut-être potentiellement pour Netflix, on mentionne pas les gens qui se partagent des comptes. Oui, bien sûr. C'est pour ça que il y a la technique. C'est pour ça que j'ai précisé entre 3 millions et 4 millions de foyers. J'ai pas dit de personnes, j'ai bien précisé de foyers, parce que après, évidemment, oui, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et donc, on estime à peu près qu'il y a 100 000 nouveaux abonnés par mois sur Netflix. Ça ferait rêver n'importe quel youtubeur, ça te rend compte, 100 000 abonnés par mois. Et donc, du coup, tu auras du mal en tant que youtubeur à produire autant de contenu. Oui, quand même. N'est-ce pas, Julien? Non, mais ça va sans doute aller encore dans le même sens, puisque ça va être sans doute intégré en natif sur la prochaine version de la Freebox, qui permettra donc de regarder Netflix en UHD, en Dolby, etc. Et puis là, il y a une offre qui est toujours en cours. D'ailleurs, éventuellement, ça peut intéresser certaines personnes qui nous regarderaient, puisque elle a cours jusqu'au 24 septembre. Chez SFR, vous avez actuellement un forfait RAID avec 50 gigas de données et un abonnement Netflix compris à l'intérieur de ce forfait. C'est un forfait à 20 € par mois. Donc, c'est-à-dire que pour 20 € par mois, vous avez quand même 50 gigas de données, de data, plus Netflix dedans. C'est quand même pas mal du tout. Puis t'es chez SFR, c'est ça le problème, quoi. Ouais, c'est bon, ça après ça c'est la formule, tu peux pas tout avoir, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ils essayent justement, il faut bien qu'ils aient donné, tu vois. Oui, non, mais ils essayent de récupérer les clients, quoi. En même temps qu'ils essayent de récupérer des antennes en même temps, Mais ceci étant, pourquoi on parle de Netflix, c'est parce que récemment, Netflix, selon un sondage qui a été fait aux États-Unis, Netflix est passé devant la télé et devant YouTube. La question en fait qui a été posée, c'était quelle plateforme utilisez-vous le plus souvent pour visionner du contenu sur votre télé. Donc les plus de 34 ans ont répondu Netflix en 1 à 27%, la télé en 2 à 20% et YouTube en 3 à 11%. Mais sur les 18-34 ans, Netflix est arrivé en tête avec 40%. Et YouTube deuxième avec 17%, et la télé c'est plus que 7,5%. Donc mais ça étonne qui? Non, mais moi ça m'étonne pas, mais. Oui, c'est tellement une évidence depuis le début. Donc voilà, moi je suis les cas de Netflix depuis la naissance. Je suis vraiment abonné depuis la naissance de Netflix, depuis qu'ils sont vraiment implantés en France. Et j'ai assisté d'abord au côté, si je peux dire, je vais un mot qui n'existe peut-être pas, au siphonnage d'Hollywood. C'est-à-dire au moment où Netflix, qui était à la base une entreprise qui louait des DVD. C'est ça. C'était un loueur de DVD, on remettait dans la boîte aux lettres le DVD, c'était Netflix. Donc déjà, avec cette vidéo future, quoi. Voilà, c'est vidéo future. Non. Oui, mais déjà en faisant ça pendant des années, ils ont commencé à bien s'approcher d'Hollywood. C'est-à-dire ils travaillaient vraiment avec les majors, ils travaillaient avec tout le monde. Au fur et à mesure, ils ont bien compris la structure, ils ont commencé à produire eux-mêmes. Et là, ils ont commencé à siphonner en fin de compte des réalisateurs. Ils ont fait plein de trucs, mais ils ont super bien joué. C'est-à-dire qu'ils se sont basés sur ce qu'ils avaient déjà avec le monde du DVD pour créer quelque chose de différent, proposer un contenu qui est grandissant et qui est une concurrence complète à Hollywood qui ne l'a pas vu arriver. C'est-à-dire le problème d'Hollywood, c'est qu'ils sont tellement assis sur des montagnes non pas d'argent, mais une montagne d'expérience. Nous, on est Hollywood, on règle les choses, on gère les choses, on est king of the town. Eh bien non, ils ont cassé les codes. Ce qui me plaît dans Netflix, c'est le côté je casse le code. Je passe par d'autres circuits que le code traditionnel hollywoodien, même si maintenant ils font quelque part partie d'Hollywood, même s'ils veulent pas se le dire, mais ils font partie de la mouvance hollywoodienne, puisqu'ils font appel à les acteurs d'Hollywood, les réalisateurs d'Hollywood, ils font masteriser leurs œuvres à Hollywood, mais quelque part ils ont cassé un code, et c'est ce code qu'a pas vu Hollywood. C'est pour ça qu'ils se sont fait entre guillemets avoir. Je pense que dans peu de temps, après on peut en parler ensemble, et vous me dites encore quand j'arrête de parler, je pense que une partie du futur du cinéma, c'est des sorties synchrones entre Netflix et les salles de cinéma. Les gens choisissent. Enfin, quand ce qui se passe aux États-Unis, j'en avais déjà parlé peut-être. Moi, quand j'étais aux États-Unis tous les étés, vous savez très bien que je suis aux États-Unis chez Christophe. Et chez Christophe, quand je suis aux États-Unis, tu vas sur Netflix, tu as des films qui sont sur Netflix qui sont en même temps en salle.
Ils sont en même temps en salle. Ils sont sur Netflix en même temps. Il y a des deals, il y a eu des trucs comme ça qui sont absolument étourdissants et ça vide pas la salle de cinéma. Hein. Ça fait qu'il y a un choix, il y a une mouvance, les gens se déplacent, le public se déplace, mais ils commencent à tester les synchros. Après, en France, il faut pas s'enflammer parce qu'avec la chronologie des médias à faire bouger. Non, il y a déjà eu sur Canal+. Non, puis il y a déjà eu sur Canal+. Hein. Il y a déjà eu des films qui sont sortis en même temps sur Canal et en même temps au cinéma. Et là aussi où il y a un peu une convergence entre, on va dire, l'univers des séries, parce que Netflix, c'est pas que des séries, mais c'est quand même beaucoup des séries, et une convergence avec le cinéma, c'est qu'il y a de plus en plus de séries qui ont aujourd'hui une qualité de réalisation qui est tout à fait comparable à ce qu'on peut voir au cinéma. Alors je vais prendre un exemple d'une série qui est pas sur Netflix, mais bon, je prends l'exemple de Game of Thrones. Enfin, quand on voit la qualité de réalisation, c'est HBO, ouais. Mais par exemple, la sortie de la saison 8 là, qui va avoir lieu donc début 2019, HBO a déjà annoncé qu'au lieu d'avoir donc 10 épisodes de 50 minutes, ce serait 6 épisodes de 1h20. Enfin, on se rapproche de plus en plus du format cinéma. Et ça... Oui, Juju. Tout ça est vrai, mais là, c'est le marché américain. Le marché américain a cette particularité d'avoir toujours eu une télévision payante. Donc, on parle à une population qui est habituée à payer. Là, quand tu me parles de HBO, en fait, maintenant, c'est Hulu, qui est un groupement de chaînes de télévision américaines qui a créé une plateforme pour concurrencer Netflix. Donc les gens ont cet abonnement. Pourquoi ils ont quitté la télé? Donc la télé était payante aux États-Unis, il y avait que de la publicité dessus. Tu regardes la télé aux États-Unis, tu passes ta vie à te taper de la pub et il n'y a pas d'encart de pub en plus. C'est la pub, elle te coupe le film, mais comme de la merde était dans la pub. Donc les gens avaient marre aussi de ça en consommation et c'est pour ça que c'est pas étonnant qu'ils aient vraiment basculé sur Netflix et compagnie. Nous en France, on n'a pas les mêmes problématiques, les mêmes rapports tout à fait à la télévision. On paye pas, la télévision est gratuite. Là, on dit aux gens d'aller payer. Il va y avoir pour rappel, l'américain moyen dépense environ $100 par mois pour tout ce qui est entertainment. Faut le savoir, on n'y est pas encore nous aussi. Hein, mais bon, ceci étant, je vois pas trop le rapport avec ce que j'ai dit avant, mais bon, c'est pas grave. Il va y avoir des manifs. Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, comme tu es sur des fonctionnements payants, tu vas pas dégager les mêmes budgets pour tes productions de séries. Et de fait, tu peux te permettre d'aller concurrencer le cinéma. Et quand tu vois, le budget de Game of Thrones, de toute façon, c'est des budgets de cinéma. Oui, mais c'est juste ça que je te disais. Non, mais mais voilà. Mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est quand on a ce côté, les séries, machin, aux États-Unis mettent les moyens et tout. Oui, mais parce que ils peuvent, parce que l'argent est au rendez-vous. C'est pas quelque chose, c'est pas une problématique qui va pouvoir forcément se répercuter sur d'autres pays. L'argent, oui, ça c'est clair qu'il est au rendez-vous, puisque je crois que le budget de Netflix pour juste la création de contenu, juste pour ça, c'est 8 milliards par an de dollars. Donc c'est colossal, quoi. Donc, et pour en revenir à ce que tu disais, juste. Ah, pardon. Attends, juste pour compléter Game of Thrones, ce que tu disais, la saison 8 va être colossale, puisqu'on annonce quand même $15 millions par épisode. Oui, non, mais c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres qui sont similaires à ce qu'on a au cinéma, quoi, complètement même. Oui, Seb. Et ça doit être la série la plus piratée en plus, je crois. Oui. C'est possible. Il y a aussi un truc qui va encore rajouter un peu de piment dans le truc, c'est que Warner va lancer son système, Disney va lancer son système. Voilà, justement, Disney. Donc on va avoir 3 gros poissons. Est-ce que les gens vont payer 3 fois? Il y a aussi Amazon. Hulu. 5. Ouais, Amazon, Hulu. 5. Ouais. Et Hulu, ils vont arriver en France. Plus alors, les services de streaming, bah voilà. Alors en fait, par rapport au service de Disney, moi des informations que j'ai glanées, ça sera donc leur service de VOD n'arrivera qu'à fin 2019. Et en fait, il sera composé donc décomposé en 3 parties. Alors la partie donc Hulu qui sera consacrée aux séries, et la partie de ESPN qui est consacrée au sport, mais qui sont des parties qui existent déjà. Ouais. Voilà. Et la dernière partie donc sur lesquelles il y aura donc tout ce qui est leur catalogue qui est énorme, les Marvel, les Star Wars, les films Pixar, les films donc de Disney, plus les contenus donc de la Century Fox qu'ils ont racheté. C'est-à-dire tout ce qui est les Avatars, les X-Men, donc autant de contenus qui pour le coup, là mon pépé, ne seront plus disponibles, ne pourront pas être disponibles chez Netflix puisque Disney aura l'exclusivité.
Ah, mais Disney a annoncé qu'ils allaient foutre à poil l'autre. De toute façon, n'importe comment, ils l'ont dit clairement Ouais, qu'ils allaient reprendre les choses qui sont à eux pour les balancer sur leur plateforme. C'est carrément, et c'est de bonne guerre. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'ils le fassent. Par contre, ce que je reviens sur ce que vous disiez, je suis d'accord avec vous. À quel moment est-ce que le consommateur, surtout français, qui n'est pas forcément habitué comme les Américains à payer pour avoir des contenus, va se dire, écoutez, il y a 36 milliards de plateformes, on a Netflix, on a machin, on a truc. Je pense que la plus connue pour le moment, c'est Netflix. Celle qui va être également la plus connue, ça va être Disney, puisque Disney, ça parle à tout le monde. Il y a un côté grand public qui va se pointer. En plus, avec la Fox qui est à l'intérieur, et là, le catalogue de la Fox est gigantesque. C'est un truc et waouh. Donc, je pense que s'il doit rester deux dans le tas, excuse-moi, Warner, oui, peut-être, mais la Fox et vraiment Disney et Netflix, c'est le combat des géants, quoi. Voilà. Ça va être intéressant, mais encore une fois, est-ce que les gens vont vouloir payer 3 à 4 fois des abonnements? Dans le but de gagner très rapidement des parts de marché, Bob Iger, donc de Disney, que Cédric Ingrand a eu la chance d'interviewer, avait dit récemment que l'offre serait de toute façon nettement moins chère que Netflix. Alors après, c'est peut-être des effets d'annonce, il faudra voir ce qu'il en sera réellement. Ils vont avoir du mal à faire moins cher, ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal. Non, la tranche du catalogue, ils peuvent pas. Sachant que ce qui est bizarre, c'est que justement Netflix, pour l'instant, de ce qu'on entend, est en train de faire justement l'effet inverse, c'est qu'on parle d'augmentation des prix récemment, donc ça, ce qui m'inquiète un peu. Il y a de la pub aussi. Voilà, alors non, c'est pas de la pub, c'est pas de la pub. Oui, c'est de la promotion, c'est la promo. C'est pas pareil. Promouvoir quelque part, c'est de la pub quand même. Oui. Après, j'ai l'impression quand même qu'en ce moment pour Netflix, c'est un peu une zone de turbulence. Parce que notamment, j'ai lu un article en préparant ce podcast aujourd'hui, un article qui est sorti qui annonce quand même que Netflix a perdu 22% depuis son record de descente début juillet. Et ils ont quand même annoncé une croissance qui est nettement inférieure aux attentes du nombre de ces nouveaux abonnés. Mais c'est une vague, ça fait toujours comme ça, Netflix, ça monte, ça descend. Je suis pas du tout inquiet. Alors vraiment, mais pas du tout. Suffit qu'ils aient une série qui fasse le buzz et ça remonte tout de suite. Oui, et puis après, tu sais, c'est pareil. Maintenant, aux États-Unis, de toute façon, ils vont finir par atteindre une sorte de plafond de verre. Donc, par contre, en France, là, pour l'instant, ils continuent de bien progresser et ça fait déjà des dégâts puisque Canal+ a arrêté son offre de VOD. Donc. Après, c'est vrai qu'aussi il y a un phénomène dont j'ai entendu parler, je sais pas trop l'impact que ça, mais il y a des gens, vous allez un peu halluciner, mais qui se désabonnent de Netflix parce qu'il y a trop de contenu, il y a trop de choix, et du coup ils n'arrivent pas à s'y retrouver, et du coup... ils sont gavés, quoi. Ils sont gavés. Ouais, voilà, ça s'appelle du binge-watching. Ah, puis, ils aillent sur Amazon. Là, on oublie Vas-y, Mathieu. Ouais, juste pour finir, et pour moi, il y a peut-être un phénomène un jour qu'on risque de voir apparaître plus tard. C'est vraiment l'effet, je passe trop de temps devant mes séries et tout. Il va y avoir peut-être un effet de surdose. Et on verra bien. Après, je pense pas que ça a un impact vraiment, mais juste ça, c'est un pronostic que je fais sur une. Tu sais, comme un peu en ce moment, je sais pas si tu vois, il y a des gens qui sont surdosés de réseaux sociaux. Il y a des gens, ils commencent à saturer, d'être tous les jours à se lancer Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, et ça commence à être trop. Donc, je sais pas trop ce que ça donne. Ça, on verra, mais. Et oui, il y a un autre concurrent entre guillemets dont on parle pas vraiment, mais qui rentre finalement dans la catégorie un peu payante aujourd'hui. YouTube, qui est passé YouTube Premium. Alors YouTube Premium, ça on va en parler après. Donc, je suis d'accord, c'est différent, mais tu vois, je veux dire, ton porte-monnaie étant pas extensible, quand tu vas commencer à... Justement, comme le porte-monnaie n'est pas extensible, justement, le problème, tu vois, qui risque de se poser pour les chaînes de télévision qui, au bout du compte, elles sont en train d'être les perdants dans tout ça. C'est plus compliqué que ça. Tu vas nous parler de toute façon de Salto, donc la plateforme que voudrait lancer TF1, M6 et France Télévisions, mais bon, tu nous donneras les infos parce que toi t'en as vu que tu travailles un peu avec ce groupe-là. Mais après, juste t'es dit pour info quand même, ce a dit Julien est vrai, c'est que c'est pas si différent que ça YouTube Premium. Non mais YouTube Premium, on va en parler après les gars. Ouais, non, mais juste par rapport pour faire le parallèle avec Netflix, que les gens comprennent, c'est que oui, il y a le côté dont on va parler tout à l'heure, je pense, mais il y a déjà des programmes originaux YouTube. Oui, tu vois, les YouTube Red, qui pour l'instant sont anecdotiques et sont tous en anglais. Là, pour le coup, moi je l'ai l'offre, il n'y a absolument rien à regarder pour l'instant. Ouais, mais je pense que moi, ça sur va ma venir. chaîne, c'est que des programmes originaux. Non, mais. Et donc, puisqu'on est en train de parler de la télé et qu'on parlait justement des porte-monnaies qui ne sont pas extensibles à l'infini. Abonnez-vous sur l'école des fanboys, c'est gratuit. Oui, mais là, il y a en ce moment une polémique qui est en train de se faire de plus en plus. C'est concernant donc le foot.
puisque là maintenant quelqu'un qui veut suivre alors ceux qui sont pas passionnés de foot, ça, on va essayer de pas faire trop long, mais celui qui veut vraiment regarder le foot à l'heure actuelle en France, ça coûte une fortune, puisque la Ligue 1 c'est sur Canal+ et sur beIN, la Ligue des Champions, l'Europa League c'est sur RMC Sport, enfin bon bref, il y a quelqu'un qui a fait le calcul récemment, celui qui veut vraiment tout voir en abonnement, ça lui coûte 826 € par an. Voilà. Ce qui fait une moyenne colossale, quoi. Donc, je sais pas combien ça fait par mois, mais c'est énorme. Et sachant, et donc de plus en plus de gens, ceux qui sont passionnés de foot, se tournent vers ce qu'on appelle l'IPTV, où tu trouves des abonnements à 50 € par mois. Alors, je dis pas que c'est légal, mais n'empêche que tu as accès à tout ça pour 50 € par an. Pas par mois, par an. Alors, 2 questions suite à ça. Canal+ se porte bien? Bah, Canal+, pour l'instant, je crois non, mais il se porte, voilà. beIN Sport se porte bien? Alors ça, je sais pas du tout. Ouais, C'est toi l'homme de l'audiovisuel. Je peux te dire, voilà. Donc, aucune de ces 2 chaînes se porte bien. Les 2 se portent très mal. Donc, je pense que effectivement, là, il y a de toute façon un vrai souci. Bah, d'autant plus que tu prends maintenant Facebook depuis donc cet été, enfin depuis cette année je veux dire, depuis cette nouvelle saison de foot, va diffuser donc la Ligue des Champions dans les pays d'Amérique latine et diffuse également donc va diffuser le championnat d'Angleterre et le championnat d'Espagne dans plusieurs pays d'Asie. Ils ont les droits. Voilà, ils ont acheté les droits. Donc, c'est ce qu'on disait l'autre fois quand on avait reçu Naotech. Si les GAFA commencent à se mettre à acheter des droits sportifs, et il y a de fortes chances qu'ils se mettent à le faire, parce que c'est vrai que là, il commence à y avoir des inquiétudes pour les chaînes de télé, parce que je ne sais pas ce qui va leur rester. Dans l'article que je disais tout à l'heure, il disait, en fait, tu parlais de Canal à l'instant, Canal, ils se sont fait tout voler, quoi, d'une certaine manière, parce que le porno, tu l'as en gratuit sur Internet maintenant. L'humour, tu l'as sur YouTube. Le cinéma, bon bah pareil, il leur reste à peu près que ça, mais avec la chronologie des médias, bon, c'est compliqué. Même si eux, ils sont pas concernés, ils arrivent à voir les films, à diffuser des films quelques mois après, pas seulement. Mais bon, ça. Il reste le foot et le foot. Gardien. Non, mais le foot, ils se le sont fait voler par Mediapro pour à partir de la saison prochaine. Ouais, mais Joséphine, Ange Gardien, Louis Labrocante... C'est pas Canal. Ah merde. C'est pas Canal. Ils ont leur série originale qui, en l'occurrence, marche bien et qui sont en vente mondiale. Donc, Canal arrive à prévendre et à coproduire ces séries mondialement, mais oui, de toute façon, là, honnêtement, personne ne sait comment va se passer la crise Canal. Et là où elle est inquiétante, c'est que Canal+, par accord, verse beaucoup d'argent au cinéma français. Et c'est sûr que c'est le premier truc qu'ils vont commencer à renégocier en disant, bah écoutez, nous, on n'a plus d'abonnés, donc on n'a plus les moyens d'investir, de donner autant au cinéma. Donc voilà, en fait, ils ont une obligation de production. C'est ça qu'ils n'ont pas dû donner grand-chose. Bah, non, ils sont obligés. Ils sont astreints à une somme, si tu veux. Et ça, je pense que ils vont gueuler là-dessus. Enfin, ils ont les guignols de l'info. Ah non, ils ont plus. Si tu peux nous parler donc de Salto justement, donc cette plateforme. Alors parce que là, ils y vont timidement, parce qu'ils ont le budget. Si j'ai c'est 15 millions d'euros la première année. Et si jamais ça marche plutôt bien, à ce moment-là, ça sera 45 millions par an. Donc c'est pas des sommes énormes. Alors oui, mais non, c'est pas des sommes énormes. Sauf que là, c'est un peu comme avec Microsoft. Non, c'est pas ça, parce que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre comparé à Netflix ou un truc comme ça, c'est que Salto, en fait, ça c'est pour le développement, si tu veux, du développement de la société qui développe la plateforme Salto. Après, les programmes viennent des 3 chaînes, des 3 groupes. Donc le groupe TF1, le groupe M6, le groupe France Télévisions. Netflix produit ces séries. La Salto va pas produire. Salto récupère des choses déjà produites. Donc, c'est pas un coût d'investissement que tu vas avoir. Donc, t'as pas besoin des mêmes investissements. Je suis d'accord, mais après, à ce moment-là, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de racheter Molotov à ce moment-là? Parce que je vois pas la différence, en fait. Je m'excuse. Non, parce qu'après... Non, mais... Alors, après, c'est des complexes... C'est juste des choses en partie très juridiques. Et puis, Molotov diffuse toutes les chaînes. Là, ce ne sera pas le cas. Mais justement, c'est bien ça le problème. C'est pourquoi je vais aller payer pour un truc alors que j'ai gratuit sur Molotov et j'ai plus de choses finalement. Ça sent le salto arrière quand même, les mecs là. Enfin, ça va être compliqué à vendre. Oui. Alors déjà, parce que Molotov n'a pas non plus un succès de malade mental.
Non, c'est pas. Ça marche bien hein, quand même. Ça marche bien, mais ça n'a pas un succès. Et après, il va y avoir d'autres propositions sur Salto. Au niveau de programmes, de certains contenus supplémentaires, de ça. Et qu'est-ce qui empêchera demain, quand il y aura la création de Salto, les chaînes de se retirer de Molotov? De Molotov, ouais. Ça, c'est tu vois, c'est ça qui sera intéressant à suivre. Oui. Mais ça va être compliqué aussi juridiquement parce que en même temps, Molotov ne fait que diffuser des chaînes qui sont diffusées sur la TNT, donc c'est compliqué de les empêcher de diffuser quelque chose qui est disponible gratuitement sur la télé. Oui, non, mais il y a de toute façon. Juridiquement parlant, je parle, hein, ça va être compliqué à mon avis. Tu sais, la première problématique de Salto va être le cap juridique. D'accord. Et qui est pas déterminé en soi, parce qu'effectivement, il va falloir déjà, il faut que ce soit accepté au niveau de la concurrence. Parce que est-ce que ça devient pas quelque chose de trop puissant du fait que ça représente, enfin, est-ce que tous les concurrents, à commencer justement par le groupe Canal+, ne pourra pas porter plainte en disant que là, ça commence à créer un acteur qui est trop gros et que c'est plus de la libre concurrence? Est-ce que les chaînes étrangères, est-ce que les étrangers pourront pas se lever en disant c'est pas normal qu'en France il y a un groupement de tous les Français, c'est contre les lois européennes et il faut pas faire ça, tout ça. Donc ça va être le premier point. Après, le problème n'est pas de savoir si ça va marcher ou pas. Le problème est que, comme dit Pépé avec Netflix aux États-Unis, c'est est-ce qu'ils ont le choix? Aujourd'hui, oui. TF1, M6 et France Télé sont obligés de créer Salto parce que c'est le sens de l'histoire. Tu peux pas t'opposer à une proposition qui sera multiscreen et IPTV. Et donc c'est logique. Et ce qui va être révolutionnaire, c'est que ça va pas être une entrée. Bah non, mais ce qu'il faut comprendre, ce qui va être révolutionnaire, c'est que c'est plus une entrée par chaîne. Et ça, dans le mode de consommation, ça va tout changer. Ça va être une entrée par thème. Salto, ouais. tu vas avoir une entrée par thème. Tu vas plus avoir de différenciation TF1, France Télé, M6. Et le dernier point, et j'arrête, c'est que pourquoi aussi le marché français particulier, bah, c'est qu'on consomme français. Et que Netflix, tout ça, propose peu de français et que les spectateurs français recherchent. Vous pouvez rigoler de Joséphine Ange Gardien ou Louis Labrocante, à juste titre, mais ces programmes marchent. Et les gens veulent les voir. Et les premiers trucs piratés en France... Non, mais les premiers trucs piratés en France sont des séries françaises. Non, mais les premiers trucs piratés par les Français sont des séries françaises, alors elles sont disponibles en replay. Je te dis pas. Voilà. Simplement. Je pense que malgré tout, ça montre aussi que les chaînes de télévision françaises, notamment, oui, c'est normal, elles se cherchent aussi un petit peu, et elles voient aussi un peu ce qui marche, hein, et donc c'est là où on va en venir à parler de YouTube, puisque maintenant, il y a quand même beaucoup de programmes télévisés qui sont diffusés en replay sur YouTube, hein, comme On n'est pas couché, il y a Quotidien aussi de TMC, il y a The Voice aussi, qui a une chaîne YouTube. Enfin, de plus en plus d'émissions télé ont une chaîne sur YouTube. Et là, il y a même un autre phénomène qui s'est produit, que j'ai mis en exemple dans le conducteur. C'est une émission qui avant était à la télé, une excellente émission d'ailleurs, qui s'appelle On n'est plus des pigeons, avec notre ami Sébastien Abdelhamid, emmerdé, qui n'est plus diffusée sur France 4 pour une raison que j'ignore complètement, mais peu importe, et qui est en train de mais du coup qui ressuscite sur YouTube. Donc c'est comme tout France 4. Voilà. mais non, mais réellement, comme tout France 4 à partir de fin 2019. Ouais, puis en fait, t'as vu, en fait, maintenant il a encore une chaîne à lui. Il a sa chaîne parce qu'on n'est plus des pigeons, elle est plus active, je crois. Bah non, mais ils vont la relancer. Ils vont la relancer à la rentrée là, mais du coup c'est vrai que c'est là où on voit quand même il y a un virage qui est en train de se faire et qui peut aussi effectivement profiter à YouTube, et c'est là qu'on en vient, messieurs, à cette fameuse offre YouTube Premium qui là donc pour 11,99 € par mois permet d'avoir donc plus de publicité quand vous regardez des vidéos sur YouTube. La possibilité, et ça c'est vachement bien, c'est peut-être même ça, c'est de pouvoir les télécharger et pouvoir les regarder hors connexion pour les gens qui prennent le métro, etc. Écoutez l'écran éteint. Voilà, de pouvoir continuer à regarder génial, l'écran éteint. Et puis bon t'as YouTube Music qui est intégré dedans. Sachant que sur YouTube Music, tu as quand même beaucoup de contenu que tu n'as pas sur les autres, puisque tu as les concerts, des choses comme ça. Donc là, à 11,99, sachant que moi, ça y est, je l'ai là, je l'ai mis pour remplacer Apple Music.
Au niveau des suggestions, enfin c'est comme avec comme YouTube, hein. Moi dans les suggestions, j'ai toujours été étonné de voir la justesse de ce qu'ils me proposent, quoi. Ça a toujours été des choses qui m'intéressaient, enfin en grande partie. Et là, ça fait pareil avec la musique, donc là c'est vrai que pour 11,99 par mois, l'offre elle est quand même pas mal, Mathieu. Bah oui, elle est vraiment excellente et du coup tu allies donc la solution Google Play Music en plus avec donc ce fameux YouTube Music. Et puis bah voilà, le rêve de se passer de la publicité sur les vidéos, ça c'est pas mal. Et en même temps, c'est ça, et en même temps c'est le fait de apparemment soutenir les youtubeurs que vous aimez. C'est aussi une bonne solution. Bon, moi pour l'instant je sais pas trop comment ça marche, je sais pas quel sera le retour sur investissement, je sais pas si mes confrères youtubeurs... Est-ce que Pépé, lui, est-ce que tu le vois ça pour le moment? Voilà. Est-ce que je le vois? Pas du tout. Ouais. Pas encore, c'est pas encore visible pour moi. La réponse à la question, je suis en train de manger un peu, il est tard, faut qu'on dise aux gens qu'il est quand même très tard. Il fait nuit depuis très longtemps, oui, c'est vrai. Il fait nuit depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on fait Nocturne de chez Nocturne, là, tu sais le truc, waouh. Donc moi je le ressens pas encore. Je suis au courant. Mais ton avis sur cette offre, du coup? Mais mon avis, l'offre dont tu me parles, la première offre, c'est-à-dire qu'à 11,99 avec tout intégré, je trouve que c'est un super package. Ouais. Sincèrement, et en plus avoir accès à des concerts, quand tu aimes la musique, des concerts qui sont pas disponibles ailleurs et hôtels, propositions super, c'est un super concept. Moi, je suis inquiet pour savoir si c'est pas le concept de trop. Parce qu'encore une fois, les gens sont abreuvés de trucs. Et je m'attendais à ce que ce concept, quand on parle maintenant, arrive avant. J'ai l'impression que tout ce qui est Google Music, ce concept-là, ça arrive trop tard quelque part. C'est peut-être un peu con ce que je dis, mais je m'attendais à que ce soit eux qui ouvrent la marche. Parce que c'est quand même une grosse entité. Je trouve qu'ils arrivent vachement tard dans le combat. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais je sais pas ce qu'en pense Julien, mais je trouve qu'ils arrivent tard. Mais c'est beau. Moi, je suis client total de ça, mais ils arrivent tard. On va voir ce qui va se passer pour l'avenir. Mais l'idée de donner, par exemple, tu sais, les youtubeurs, tu peux les aider de diverses façons. Tu peux les aider en faisant Tipeee, des trucs comme ça. Tu peux aider les youtubeurs. On essaie de les aider parce que les pauvres ils crèvent la dalle depuis les nouveaux deals incroyables de YouTube qui changent les algorithmes, qui fait n'importe quoi. Les mecs ils sont à la rue, quoi. Je veux dire, t'arrives pas à avoir d'audience, t'arrives pas à avoir de pub quand on a ceux qui prennent la thune. Bref, c'est la cata complète. Et en même temps, ils ouvrent des offres. Finis-nous la thune. Bah ouais, bah ok, Coco. Non mais je veux dire, je prends ça à la rigolade, mais enfin, il s'est passé beaucoup de choses sur YouTube depuis 3 ans. Beaucoup de choses. Quand tu réfléchis, l'algorithme a changé, il y a plein de trucs qui bougent de tous les côtés. Donc j'attends de savoir ce qui va se passer, quel est le next step. Et YouTube Music, moi j'étais pour et je me dis mais bon sang, ça arrive tard. Bah, ça arrive tard et puis après. Et au niveau qualité, on sait un peu les débits. Putain, il y a à boire et à manger. Hein. C'est ça qui fait un peu peur. Il y a à boire et à manger. Ouais, le problème, tu disais que ça arrivait peut-être un petit peu tard. On est bien placé pour savoir encore ce soir, notamment avec Hangout, que dans l'univers Google tout n'est pas toujours parfait. Et donc, ouais. Le monde est bleu. Je ne vois pas de quoi vous parler. Moi, je vais te dire de quoi je parle, Mathieu, parce que là, il y a quand même juste un petit fail, alors qui est provisoire, hein, qui va se corriger. Mais c'est quand même un petit peu dommage d'avoir sorti cette offre-là, là, YouTube Music, et de ne pas pouvoir l'utiliser sur les Google Home. C'est un peu con. Tu as connecté, tu as un service de streaming musical, mais les deux fonctionnent pas ensemble. C'est un peu cul là pour le coup. Alors, ça fait trop d'un coup. Hein. J'en ai parlé à Google, ils ont dit on n'avait pas vu ça. Ils ont mais par contre, Seb ne rigole pas trop, hein, parce que alors on va prévenir les gens qui nous regardent et qui du coup se diraient waouh, c'est vachement bien, YouTube Premium tout intégré à 11,99. Alors ouais, ok. Bah, par contre, si vous voulez vous abonner à YouTube Premium, faites-le soit depuis un smartphone sous Android ou depuis un PC sous Windows, enfin en tout cas pas depuis iTunes, parce que si vous le faites depuis iTunes, YouTube Premium qui est à 11,99 passe à 15,99. Et qui c'est les crevards? Ils se prennent 4 euros. Parce que Apple prend 4 euros et justifie ça en disant que dans la mesure où eux ils amènent un client à Google, c'est normal qu'ils. Voilà. Crevards. Bah oui, c'est normal. Bande de crevards. Non, mais que ça se voit à ce point-là, c'est quand même énorme. Ça clignote. Sachez du milliard en bourse. Crevard à 4 euros. À se payer Google Maps et tout ça, et ils font des petits objets connectés, puis après ils ont plus Google Maps parce qu'ils peuvent plus le payer, puis les objets ils deviennent obsolètes. Tu veux qu'on en parle de ça aussi, mon coco? Crevard 4 euros, putain, c'est le prix d'un Robin. C'est le prix d'un mauvais kebab, on vous l'offre.
En tout cas, vous saurez que voilà, si vous voulez vous abonner à YouTube Music, à YouTube Premium, pardon, enfin même à YouTube. Salade de fruits en boîte. Ne le faites pas donc depuis iTunes parce que sinon vous allez payer votre dîme à Apple. La dernière petite info, puisqu'on est avec toi, Seb, que je voulais voir avec vous, puis ce sera la fin de cette émission, c'est que parmi donc les annonces qu'il y a eu cet été, je sais pas si vous l'avez vu passer. T'arrêtes avec les TT par contre, parce que vous utilisez tous les trois ce soir un micro de la marque Blue. Et Blue est passé dans le giron de Logitech. Donc Logitech qui avait déjà les marques Jaybird, Astro Gaming et Ultimate Ears, désormais a également la marque Blue. Et donc je vais en profiter, puisque Logitech est une marque suisse, donc tu es peut-être bien informé, Seb, mais c'en est où cette histoire? Parce qu'à une époque, ils voulaient plus se faire appeler Logitech, c'était Logi, puis maintenant Logi, ça a disparu, là c'est revenu Logitech, c'est quoi ce bordel? On a eu un problème là, ouais. Mais c'était un truc en interne. Hein. Si tu veux, le mémo n'était pas passé au niveau de Logi, hein, il n'est pas passé partout parce que c'est vrai qu'on est un petit peu lent en Suisse. Hein. Vous avez peut-être dû le voir un peu avec moi, des fois, il m'arrive que j'ai des petits retards, mais tout va bien, le fromage a toujours des trous, et puis on va laisser le tech derrière, parce qu'ils se sont dit quand même le tech. C'est notre cœur de métier quand même. Ouais, c'est notre cœur de métier. Non. Puis les gamers, les gamers, ils savaient plus où ils étaient, tu vois. C'est Logi. La fête du Logi, c'est le ménage. Moi, je propose qu'ils se renomment. Ils ont acheté Blue, il s'appelle Nom de Blue. Et on est bien. Nom de Blue, ça serait Nom de Blue, on serait pas mal. Ouais. Juste pour finir l'émission, mon petit Pépé, là dans quelques jours tu vas partir en direction de Berlin pour l'IFA, ce cru donc 2018, parce que j'imagine que tu commences déjà à recevoir des CP à droite et à gauche. Ah oui, des invitations. Sans trop en dire, sans vouloir divulguer trop de choses, mais ça sera, faut s'attendre un peu à quoi de la 8K. Alors je vais te dire une chose. D'abord, en effet, moi j'y passe plusieurs jours parce que j'ai la chance d'avoir pris des rendez-vous avec des Coréens, des Chinois, des ingénieurs pour parler un petit peu quand même de ce qui va se passer. Alors, je peux encore rien dévoiler parce qu'il y a des trucs qui sont un peu sous embargo, comme ça. On a quand même globalement 70% de l'IFA qui va être télé cette année. Ça va être, ils vont se foutre sur la gueule, mais version Game of Thrones internationale. Les têtes vont voler entre la guéguerre HDR 10+, Dolby Vision, le micro LED, le machin, la guerre des prix de l'OLED. T'en as, j'en ai pas. Pourquoi, à quelle heure, les tailles d'écran, les machins. Ça va être la total, je vais m'éclater comme une bête. C'est pile poil mon univers en plus. Mais là, j'y vais, je fonce. J'y vais dès le mercredi matin. Je vois les Coréens à 10h du mat. Ils m'attendent de garde à vous. Les premiers. J'attaque avec Samsung. Une nouvelle techno Samsung. Autant dire que ça va être, je vais boire du petit lait. Mais c'est génial parce qu'il va se passer vraiment des choses. Parce qu'il faut que ces choses se décantent. Il y a quand même des trucs qui partent de tous les côtés. Alors, soit ça continue à partir de tous les côtés, soit ça se décante. Et la suite ça se décante, ça sera au CES. Parlant de choses qui se décantent, est-ce qu'on peut espérer voir commencer à apparaître des casques ou des enceintes avec le Bluetooth 5.0 ou ça va encore être trop tôt ou Alors, il faut que tu saches que le Bluetooth 5.0 est actif et c'est pas le problème. Les casques sont Bluetooth 5.0 pour la portée et la stabilité du signal. Par contre, à l'intérieur, tout n'est pas prêt pour l'audio, mais ça devient catastrophique. Ça devient catastrophique puisqu'en fin de compte, on a vendu les choses aux gens au début dans les spécifications. Quand tu lis le livre blanc du truc, tu vois, oui, alors on peut atteindre ça, machin. Alors moi, j'ai commencé à faire des vidéos comme un gros con en plus, tu sais. Genre, oui, alors figurez-vous que le monde va changer. Ça fait 1 an et demi que je passe pour un con. Donc autant dire que je suis pas me prévenir pour leur dire. Quand même, j'ai écouté. Soit vous sortez pas votre livre blanc, soit vous sortez le doigt, faites quelque chose. Et a priori, il va rien se passer. Alors j'en suis convaincu. Je sais pas à qui je parle. Il va rien se passer. Ils vont pas décanter encore. Et je pense que le problème, je vais être très franc, il n'y a pas de demande. Je pense que les gens qui veulent de la mobilité... Attends, Julien, globalement, les gens me disent pas qu'ils ne sont pas contents du Bluetooth. Tu vois les jeunes, ils sont ravis de leur casque. Ils sont ravis des AirPods. Les AirPods, les True Wireless sont tous en Bluetooth 4.1, 4.2. La PTX, ils savent pas ce que c'est, ils s'en foutent. La PTX HD de Qualcomm, ils s'en foutent. Le LDAC sera intégré, comme tu sais très bien, dans Android. Mais le LDAC compresse énormément également. Donc, si tu veux, quelque part, les gens sont quand même contents de ce qu'ils ont. Et je les comprends. Il y a du son, il y a de la musique. Donc, ils poussent pas les éditeurs. Ils poussent pas, les fabricants à dire, oui, on veut du 5.0 pour passer plus de signal. Il n'y a pas de poussée dans les enquêtes consommateurs. Donc les mecs se disent, bon, t'es gentil, les gens on stabilise.
on augmente la portée. Il nous faut pas oublier que le 5.0 a été créé pour l'industrie à la base, pour les drones, les machins, les trucs. Il n'a pas été créé pour l'audio, c'est en plus, c'est dans le cahier des charges, mais c'est en plus. Donc les mecs, ils foutent ça dans l'industrie. Et je finirai également pour dire que la 5G, c'est la même chose. Tout le monde est en train de se gaver de la 5G. Oui, la 5G est destinée à l'industrie. Est destinée en début pour l'industrie. C'est pas le grand public qui est visé tout de suite. Vous vous rendez compte le prix des forfaits si on déballe des trucs qui vont faire 15 gigas de l'heure, 150 gigas de l'heure, on n'y arrivera pas. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Julien, il doute. Ah non. Mais je suis persuadé que non, il est tout à fait d'accord. C'est pas ça, c'est que je pense que c'est l'avenir de la boxe, moi, la 5G. C'est que je pense. Mais oui, mais que... je dis pas voilà, mais à terme, la ça 5G, remplacera la après, fibre optique. quel avenir? Moi, l'autoroute, elle est longue, hein, avant que. La 5G, moi, j'ai vu un article récemment, je crois que c'est chez 01net, où je sais plus quel opérateur qui annonçait que de toute façon, dans le meilleur des cas, il couvrirait 20% de la population mondiale en 2023 en 5G. Donc c'est très loin, hein, pour l'instant, parce que et la France, et en plus de ça, est un des pays en Europe qui est le plus en retard, puisque parmi les 17 villes tests que la communauté européenne a choisi, il n'y en a aucune qui est en France. Donc si, il y en a aucune en France. Si, il y en a en France. Si, il y en a deux. Il y en a deux en France. Je suis sûr, j'ai le dossier de presse de Bouygues. Il y en a deux. Oui, il a raison. C'est Berne et Zurich. Non, je plaisante pas. J'ai vu un dossier de presse passer Bouygues avec 2 villes pilotes. Oui, non, mais Bouygues et SFR, on a une aussi un quartier à Paris, mais là c'est pas le programme européen. Voilà. Dans le programme européen. Il n'y a pas de souci. Mais dans le programme de la communauté européenne, il n'y a pas de ville française. Je l'ai vu l'article il y a 2-3 jours, pas plus. Et il expliquait que c'est justement pour ça que ça serait un petit peu en retard chez nous. D'ailleurs, en retard, nous on l'est aussi. On va. Mais non, on n'a pas d'heure. Les garçons, vous n'avez pas d'heure. Ah, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vois, mon Shenmue, il est arrivé sur ma PlayStation. Je vais pouvoir commencer mon Shenmue 1 maintenant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parfait, écoute, c'est très bien, petit Juju, donc on te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je crois que tu as une vidéo à finir pour la chaîne. Oui, d'abord. Oui, une sombre histoire de feu d'artifice, et puis après. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, et puis sinon, passe un bon moment tout seul là derrière avec l'engin que t'as. Hop là. Je sais pas ce que c'est, je peux pas savoir. Besoin d'un coup de main. Alors, attends, quand même. Alors, attends, s'il te plaît. Ah putain, on n'a-t-il pas les objets sexuels devant tout le monde Bah écoute, hein. Toi tu préfères une main humaine et chaude, bah lui il préfère la ferraille et les boulots. Bah en même temps il a pas trop le choix là en ce moment, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà. Je pense que gratter le dos c'est bien pour se gratter le dos. Parce que c'est vrai que. Ah non, c'est pratique, hein. C'est pratique. Pour se gratter le dos. Et de l'autre côté ça fait cendrier. Je pense qu'on est ravis de finir avec ça. On va dire aussi au revoir donc à Mathieu, puisqu'on parlait de la chaîne Restez Connectés. Donc à la rentrée sur Restez Connectés, il se profile quoi? Et puis il va y avoir Romain aussi sur Watch qui revient. Tu sais qu'on est spécialiste du test de smartphone de 6 mois, hein. Donc le P20 Pro, on espère le voir arriver. le Honor 10, que des nouveautés, hein, que du new. Et puis sinon dernièrement j'ai sorti un unboxing sur un aspirateur robot connecté, parce qu'on a un peu marre des fois de faire que du smartphone, c'est bien de voir un peu autre chose aussi. Et du coup un truc genre un aspirateur robot ultra connecté et tout, qui était vraiment pas mal, d'une société que je connaissais pas. Et là il y a le test qui est en cours de montage, moi de mon côté, n'est-ce pas? D'accord. Et donc Andromaque qui revient à la rentrée un lundi sur 2. Andromaque qui revient, si tout va bien. Hein. Toujours au même horaire. Ouais, 22h, 23h, malheureusement. On est spécialiste des nocturnes. D'accord, ok. Un autre youtubeur à qui on va dire au revoir, c'est du côté de la Suisse, notre ami Mister Perrier. Il va y avoir quoi? Les Oppo Find X et Vivo Nex S en test, entre autres. Et puis je suis en train de préparer une vidéo setup do it yourself, parce que j'ai fait pas mal de choses dans mon setup moi-même, tu vois, avec mes petits doigts de MacGyver. Ça. Et puis je me suis dit que partager ça, parce qu'on me pose souvent des questions, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, donc je vais faire ça. Ça va changer un peu. Espérons qu'il y aura des vues, quoi, nom de bleu. Alors abonnez-vous, pouce bleu, cloche de notification. C'est vrai, ça. Et également pour la chaîne d'école des fanboys, n'hésitez pas à vous. Mais oui, abonnez-vous. Pouce bleu, abonnez-vous. À nous suivre aussi en podcast sur SoundCloud, sur iTunes, sur Podcast Addict. On est l'un des seuls services ce soir qui est gratuit, donc profitez-en. On en profite d'ailleurs pour faire un bise à notre ami Nicolas Beau, donc qui
s'occupe de tout ça en coulisses. Et on va remercier ceux qui étaient notre invité. Et donc sur PP World, de la vidéo que j'ai vue hier, le programme s'annonce plus que chargé là ces prochaines ça a commencé. Ça a commencé, bon, ça va monter en puissance, c'est encore les vacances là, donc je vais réaccélérer à partir de l'IFA et on rentrera vraiment dans le vif du sujet à partir du 3 septembre. C'est vrai que j'ai profité de l'été pour monter des vidéos que j'avais en retard et Dieu sait que là ça a donné. Donc il y en a 19 qui ont été montées en retard et plus toutes celles qui vont s'accumuler. Donc voilà, j'espère tout simplement que arriver à les placer correctement. Il y a beaucoup de voyages que j'avais en retard, beaucoup de trucs comme ça, beaucoup de trucs qui ont été tournés en Asie sur le 8K qui sont prêts. J'attendais justement le début de l'IFA de Berlin qui sera un Berlin du 8K, mais si ça veut rien dire pour les gens, on va expliquer pourquoi est-ce que les fabricants sont obligés malgré tout de lancer des téléviseurs. Ils n'ont pas le choix, faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. On a un point commun avec Pépé, c'est on est en retard nous. Voilà. Ouais. La chaîne de retard. Lui, il a 12 vidéos, il a 12 vidéos d'avance et toi, oui. t'as 12 vidéos. J'en ai plus là. C'était compliqué. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, les garçons. Ça m'a fait super plaisir. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous aussi. C'est génial. J'ai entendu des choses formidables, surtout du côté de Mathieu. C'est toujours tellement élégant que Mathieu, franchement, oui, quoi. Je veux dire, c'est merveilleux. Je m'appelle Mathieu Elegantos. Tu es resté debout tout le long, là? Non, moi, je suis resté debout parce que j'ai besoin de grandir. Et voilà, donc je suis resté debout. J'avais besoin d'énergie que vous me donnez ce soir, d'être présent pour sortir des conneries avec vous. Et j'ai beaucoup aimé le débat sur Netflix. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur Netflix, je trouvais ça vachement bien. C'est cool. Donc voilà, c'est vachement. Et toi, mon petit Teddy, dis-le tout. Les lutins du Félix, comment ça se. Toujours. Donc là, on a une animation en préparation pour Toulouse au mois d'octobre. Et vous pouvez faire un petit don sur notre pot commun pour ceux qui veulent. Et pour teaser un petit peu donc, le prochain épisode de l'école des fanboys, au mois de septembre, on parlera sans doute de l'IFA de Berlin et des nouveautés annoncées, des nouveaux iPhones qui vont être annoncés par Apple. Et on le fera en compagnie du petit prodige du YouTube Game dans le monde de la high-tech, puisque ça sera l'occasion pour lui de fêter le premier anniversaire de sa chaîne. Il a d'ores et déjà 12 000 abonnés. C'est Brandon le Proctor. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il est très actif aussi sur Twitter, un peu comme Pépé. Ouais. C'est un peu, certains le surnomment le Marquez Brownlee français. Et c'est vrai qu'il a une qualité de vidéo, aussi bien dans la manière dont c'est scénarisé, le contenu, tout ça est très 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 intéressant. Donc on sera très content de l'avoir avec nous au mois de septembre. Il est en Martinique en ce moment, en train de profiter du soleil et de préparer la rentrée. Et si vous ne le connaissez pas, vous aurez l'occasion donc de le découvrir le mois prochain chez nous. On est très 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 content de l'accueillir. D'ici là, ciao à tous, portez-vous bien, nous on va aller se coucher parce qu'il est très très tard, ou presque très tôt, on pourrait même dire. Oui. Ciao à tous, bye bye. Bye bye. Ciao. Merci les garçons, merci de m'avoir invité, d'avoir supporté ça.